Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du 5e quart. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit un entraîneur québécois qui a coaché partout dans le monde, de la France à la Chine, en passant par la G-League avec le Raptor 905, le Summer League des Spurs, puis même en CBL. Charles Dubébret fait partie de cette catégorie-là de coach qui a coaché un petit peu partout, qui a énormément d'expérience. C'est un des seuls entraîneurs au Québec à avoir coaché professionnel. C'est un coach qui est capable de parler de tout, que ce soit de spacing, de développement, de culture, de pression, de leadership, de ce que ça prend réellement pour gagner comme un programme, comme équipe professionnelle, mais aussi au niveau secondaire, parce qu'il a coaché aussi à Rochebelle. Je vais pas trop m'étaler, je vais le laisser présenter son épisode, mais c'est vraiment un épisode qui est trippant. On va parler d'énormément de choses. Il parle souvent du milieu professionnel. On essaie de beaucoup le rapporter au niveau secondaire, collégial. Mais je pense que ça crée beaucoup de pistes de réflexion qui sont vraiment intéressantes. Ça nous permet de dire, OK, si pro, c'est ce qui se passe. Moi, je peux peut-être pas faire pareil, mais peut-être je peux m'inspirer. Peut-être que je peux voir, OK, la prochaine étape est là. Il y a une mode aussi de parler beaucoup du modèle européen. Ben, il l'a vécu pendant, si je me trompe pas, 7 ans. On en parle beaucoup ensemble. C'est quoi le modèle européen? Pourquoi ça fonctionne bien? Leur manière de voir les choses. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Si vous êtes un coach, un joueur ou simplement un passionné de basket, cet épisode-là vaut vraiment le détour. Si vous voulez supporter le podcast et avoir un accès au contenu exclusif pour le 5e quart, ça inclut des segments bonus, des réflexions de basket qui sont un petit peu plus poussées, du contenu qui est réservé aux membres. J'enlève pas du contenu pour les épisodes, mais il y a des trucs des fois qui cadrent un petit peu moins dans l'épisode, qui peut quand même être intéressant à entendre. Ben, je le mets dans le Patreon. Le but du Patreon, c'est juste de soutenir le podcast. Ça me permet d'améliorer la qualité, d'avoir un meilleur son, d'avoir une meilleure image et tout ça. Fait que si jamais ça te tente de supporter le projet, hésite pas. C'est 3$ par mois juste pour recevoir un petit peu de support et pouvoir aider le podcast à grandir. Je vous dérange pas plus que ça. Je vais laisser Charles se présenter. Bon épisode tout le monde. Merci. Bonjour, moi c'est Charles Dubébret, j'ai été entraîneur de basket depuis maintenant 25 ans. Je me suis promené beaucoup à travers ces 25 années-là. Notamment, j'ai été membre de l'organisation des Raptors au moment où ils ont gagné le championnat en 2019, où j'étais adjoint avec l'équipe du 905. J'ai travaillé 4 ans comme consultant aussi pour les Spurs de San Antonio, à un moment où j'étais entraîneur à Nanterre. Donc j'ai participé à la Summer League avec eux. J'ai été, comme je disais, à Nanterre au centre de formation, puis travaillé avec l'équipe professionnelle aussi pendant 8 ans. Puis sur les dernières années, les 2 dernières saisons à Taïwan, où on a gagné un championnat en 2024 avec DeMarcus Cousins, qui était un joueur connu dans les années 2010, et passé aussi par l'Alliance de Montréal pendant 2 ans, les Blackjacks d'Ottawa pendant 2 ans, et si je remonte encore plus en arrière, 2 années au Caps de Québec, et puis plusieurs années comme entraîneur-chef à l'école de Rochebelle, coordonnateur du programme de basketball, et puis adjoint au Cégep Sainte-Foy. Voilà, je l'ai fait un peu à l'envers et dans l'ordre et dans le désordre, mais ça te donne une idée des différentes choses que j'ai fait dans ma carrière. Une sacrée belle carrière. De loin, je pense l'entraîneur québécois qui a coaché aussi au plus haut niveau, en tout cas, de ma connaissance. Mais comment tu te rends là? À quel moment tu dis, OK, là, je pense que ça a commencé par Nanterre. Fait que, OK, à quel moment tu t'expatries en France pour aller coacher? C'est quelque chose que j'avais dans le fond de ma tête depuis assez longtemps. J'ai commencé à coacher, je dirais pas naïvement, mais tu sais, j'étais joueur collégial D1 au Cégep Sainte-Foy. J'étais un joueur qui était à peu près limite pour jouer universitaire. Bon, le timing de la puissance de l'Université Laval à ce moment-là, puis combiné au fait que moi, je voulais aller à l'Université Laval, a fait en sorte que j'ai commencé à coacher directement là, sans jouer universitaire. Potentiellement à ce moment-là, mes rêves de joueur, j'aurais peut-être pu les accomplir dans des universités qui étaient un peu plus faibles. Il y en a qui me recrutaient aussi, mais je pense que globalement, c'était un mal pour un bien, que j'ai tenté ma chance là-bas, puis finalement que ça m'ait fait bifurquer rapidement vers le coaching. Parce que j'ai beaucoup aimé
tous les avant-goûts de coaching que j'avais eu à travers ma carrière de joueur, que ce soit quand j'avais aidé avec du mini-basket quand j'étais à l'école secondaire, quand j'avais donné un coup de main aussi à travers mes années de cégep là, aux différentes équipes à Rochebelle. Fait que il y avait quelque chose naturellement en moi qui me poussait vers ça. Au tout début, je te mentirais si je te disais que quand j'ai commencé à m'impliquer à Rochebelle, que je savais que j'allais en faire une carrière, mais c'est assez vite devenu clair que ça prenait trop de place dans ma vie pour que ça soit juste quelque chose que j'allais faire sur le côté. Tu sais, les modèles que j'avais beaucoup à l'époque, c'était les gens qui étaient tu sais, professeurs au secondaire, qui enseignaient puis qui coachaient sur le côté aussi. Des gars comme David Levasseur, tu sais, au séminaire Saint-François, Pascal Lehoux, des gens qui ont eu beaucoup d'impact sur moi. Puis peu d'entre eux faisaient que ça, tu sais, à part peut-être Jacques Paiement à l'Université Laval, Jacques Paiement Junior aussi, là, des gens à qui je dois énormément, là, tu sais, surtout à mes débuts, tu sais, qui m'ont aidé à me lancer, qui m'ont appris des tonnes de choses. Là, tu sais, mon début de carrière d'entraîneur, je le dois beaucoup à ces gens-là. Mais peu d'entre eux, là, comme je disais, à part Jacques et Jaco, étaient des gens qui faisaient ça tu sais, à temps plein. Au début, moi, j'étais plus profilé pour ben, je vais faire ça avec d'autres choses. Puis c'est peut-être après une année et demie que je me suis dit non, je vais arrêter de me mentir à moi-même, c'est ça que je veux réellement faire. Puis c'est là que j'ai changé aussi mon parcours universitaire pour aller faire intervention sportive. Puis décider aussi que j'allais vraiment faire tous les efforts que ça prenait pour me faire les contacts à l'étranger, pour continuer à me développer aussi à travers la rencontre justement d'entraîneurs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Donc j'ai fait beaucoup de voyages où en quelque part j'essayais d'investir sur moi-même, tu sais, en me disant ben, je vais aller rencontrer des entraîneurs à tel endroit, tel endroit, tel endroit, puis je vais semer des graines un peu partout en espérant que quelque chose ressorte de ça. Puis l'autre paramètre dans tout ça, c'était aussi le fait qu'il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas grand possibilité à cette époque-là de te dire tu vas être coach à temps plein, tu sais, des postes de responsable du basket dans une école, il n'y en avait pas tant que ça, qui allait te donner une vraie job, tu sais. Donc, il fallait que tu sois professeur d'éducation physique. Ça, c'était pas nécessairement ce que je voulais faire, là, tu sais, à cette époque-là. Ben, les postes comme celui de Jacques à l'Université Laval, par exemple, ben, moi, je pressentais que Jacques Paiement Junior allait suivre, ce qui a été le cas, tu sais, puis ben, que lui allait être coach pour, je sais pas moi, 20 ans après. Donc, tu sais, je me disais, ben, concrètement, c'est pas dur de faire l'équation que ça se passe ça se passera pas à Québec, là, tu sais, si je veux faire ça de ma vie, il va falloir qu'à un moment donné, je sois prêt à partir, à m'expatrier. Puis parallèlement, ben, moi, j'ai toujours voulu aussi, j'ai toujours eu le goût de l'aventure, tu sais, du voyage, de découvrir la planète, de voyager. Fait que je me disais, ben, si à un moment donné, je peux avoir une opportunité d'aller coacher à l'étranger, ça joindrait l'utile à l'agréable, là, tu sais. Fait que c'est comme ça, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Fait qu'il faut que tu travailles fort, tu essaies de devenir meilleur d'année en année, puis en te faisant les contacts pour espérer créer ta chance, j'ai envie de dire, parce que je reste conscient qu'à travers beaucoup des choses que j'ai faites, j'ai eu beaucoup de chance que si tel coup de fil arrive pas à tel moment dans ma vie, ben, ouais, qui sait quelle tournure ma vie elle en aurait pris une différente, tu sais. Mais en même temps, ben, comme dans beaucoup de choses dans la vie, ta chance, tu la fais aussi, tu la crées un peu. Donc, il y a aussi il y a des opportunités que je suis très conscient que j'ai eu de la chance d'avoir, mais je reste persuadé aussi qu'il y a plein de choses que j'ai pas eu la chance d'avoir. Fait que, à un moment donné, je pense que ces choses-là s'équilibrent. Fait que c'est comme ça, comme tu le mentionnais, là, que ça m'a mené à Nanterre en 2009 quand ils m'ont appelé pour me donner une opportunité d'aller les rejoindre. Puis ça a été à la base sur un contrat d'un an. Finalement, ça en a duré 8. Fait que ça s'est bien passé là-bas. Ça a été un des très beaux chapitres de ma vie. Puis ben, de fil en aiguille, ça m'a mené à tout le reste là, dont on a parlé tout à l'heure. OK. Puis, assurément qu'il y a une différence ou en tout cas, je pense, de standard entre coacher professionnel puis coacher non professionnel. Peux-tu nous en parler un peu? C'est quoi cette différence-là de standard? Ah, il y a plusieurs aspects qui sont importants, mais disons, les deux premiers que je te mentionnerais, d'un point de vue strictement coach, quand tu es pro, tu t'adresses à des pros. Tu t'adresses à des adultes, puis tu t'adresses à des gars qui ont ou ben, dans mon cas, là, j'ai juste seulement coaché des hommes, mais des joueurs, disons, qui. T'es pas le premier coach qu'ils ont eu, là, ils en ont eu beaucoup. Puis c'est les meilleurs des meilleurs, tu sais, parce qu'à chaque niveau, ben, il y en a beaucoup qui ont pas le niveau suffisant pour jouer au niveau d'après. Donc forcément, quand tu arrives au bout, ben, tu sais, juste pour te donner une idée, ben,
quand je coach DeMarcus Cousins à Taïwan, ben DeMarcus Cousins, dans sa vie, il a aussi joué pour Steve Kerr, il a aussi joué pour Mike Malone, il a aussi joué pour John Calipari à l'université, il a aussi, tu sais, mon deuxième américain, c'est Los Angeles qui a été champion universitaire avec UConn en NCAA, donc tu sais, qui a vécu le plus haut niveau qui existe au niveau universitaire, qui, dans sa carrière en Europe, a joué en France, a joué en Espagne, a joué en Grèce. Tu sais, tu coaches des joueurs qui ont joué en Euroleague, qui ont joué dans des équipes nationales de leur pays. Tu sais, je reprends l'exemple de DeMarcus, mais tu sais, Boogie, il a fait les Jeux Olympiques en 2016. Tu sais, c'est des gars qui ont des gros CV. Donc, si tu arrives dans une salle de vidéo ou sur un terrain d'entraînement, puis tu vas dire, là, il faut faire ça au lieu de faire ça, ben, tu sais, tu as intérêt à savoir de quoi tu parles parce que t'es pas le premier qui entende. Là. C'est pas la même. Convaincre ces gars-là de faire X, Y et Z, c'est pas la même chose que convaincre un jeune Benjamin qui connaît pas grand-chose au basket, puis qu'à peu près n'importe quoi qui sort de ta bouche, c'est la vérité absolue pour lui. Tu sais. Sans dire que tous les jeunes croient tout ce qu'on leur dit, mais disons que ils n'ont pas le background nécessaire pour push back, là, tu sais, pour contredire ce que tu voudrais dire. Donc, au niveau pro, il faut vraiment que tu sois convaincu de ce que tu dis, puis prêt à l'affirmer d'une façon où c'est, de un, convaincant, puis de deux, que vraiment, il faut que tu saches de quoi tu parles. Parce que tu peux pas niaiser des joueurs professionnels si tu sais pas de quoi tu parles ou que tu es imprécis dans tes demandes ou tes choses, ben ça, ils vont le spotter tout de suite. Puis tu perds tout de suite ta crédibilité. Ça prend pas grand-chose pour la perdre en réalité. Fait que les joueurs pros qui t'aiment ou qui t'aiment pas, parce qu'il y en a qui t'aiment puis il y en a qui t'aiment pas, ça c'est obligatoire, mais comment je te dirais, j'ose espérer que peu des joueurs pros que j'ai coachés te diraient que ben, coach Charles, il savait pas de quoi il parlait. Tu sais, ils ont le droit de pas être d'accord nécessairement avec tout, mais je pense que tu sais, j'essayais toujours de m'organiser pour qu'aucun d'entre eux soit capable de dire ah, il a pas fait sa préparation ou il a pas considéré les autres options avant de nous dire que sur telle action, il faut qu'on la défende comme ça, tout ça. Tu sais. Puis, fait que donc, tu as besoin d'un niveau de préparation puis d'attention aux détails qui est beaucoup plus grand pour que tu sois capable, si ces questions-là arrivent, de dire non, on va pas faire ça parce que telle raison, telle raison, telle raison, puis dans tel match il est arrivé telle chose, puis ils ont tant de fois fait ça, puis c'est ça qui est arrivé. Fait que tu sais, quand tu démontres ton niveau de préparation, puis de connaissance de la game que tu prépares, ben là, forcément, ils vont dire, ah, OK, la personne qui nous parle, elle sait de quoi elle parle. Donc, c'est peut-être une longue façon de le dire, mais disons que tu as beaucoup cet aspect-là avec des pros que quand tu coaches des jeunes, tu sais, à partir du moment où les jeunes ils t'apprécient bien puis que tu as établi une bonne relation avec eux, ben, il y a un côté, entre guillemets, si tu leur dis que faut faire ça, ils vont pas réfléchir 10 fois avant de dire ah, est-ce que c'est la meilleure chose à faire ou tout ça, tu sais. Donc les pros, il y a un peu plus cet aspect-là avec eux. La deuxième Ok. chose, je dirais, c'est ben forcément la pression du résultat. Tu sais, pro, c'est beaucoup plus dur de coacher en paix parce qu'il y a beaucoup de niveaux au-dessus de toi. Ben déjà, il faut que tu gagnes. Si tu perds, ben, ta job peut être en jeu, beaucoup plus que si tu coaches dans une école secondaire. Ça veut pas dire que on peut pas te changer dans une école, mais disons que la pression du résultat est beaucoup moins là. Puis malheureusement, ce qui est mal conçu, je pense, au niveau pro, puis ça c'est vrai dans la NBA, c'est vrai en Europe, tout ça, quand tu regardes la durée de vie des coachs, déjà au niveau pro, il y a une plus grande part pour moi du résultat qui est due à l'effectif que tu as entre les mains. Et ça, les gens qui souvent décident de ta job, ben, c'est eux qui sont responsables de mettre une bonne équipe sur le terrain, puis tu le contrôles pas tout le temps. Puis si tu perds, ça va être facile de dire que c'est de ta faute. Donc, tu sais, en quelque part, moi, je ne vais pas juste me lancer des fleurs. Si on a gagné à Taïwan en 2024 avec DeMarcus Cousins, c'est pas principalement à cause de Charles Dubé-Bret, c'est principalement grâce à DeMarcus Cousins, puis à l'effectif, puis tous les autres joueurs qu'on avait sur le terrain. Parce que je pense pas que j'étais moins bon l'année d'après quand on n'a pas gagné le championnat. Mais l'équipe qu'on avait sur le terrain était pas mal moins bonne. Fait que, tu sais, ça, c'est assez évident de la part des coachs, mais les front office qui t'engagent n'ont pas toujours cette perspective-là, ce qui rend ta job plus complexe. Puis tu regardes même dans la NBA, dans les dernières années, tu sais, successivement des coachs comme Nick Nurse en 2019 qui a gagné le championnat, l'année d'après Frank Vogel en 2020, l'année d'après Mike Budenholzer en 2021, mettons je saute une année, Steve Kerr c'est quelqu'un qui en a gagné beaucoup, mais 2023 Michael Malone, disons 4 de ces 5 coachs-là,
qui ont en réalité, c'est quatre entraîneurs phénoménaux là, pour moi, là, puis j'ai eu la chance de côtoyer Nick Nurse d'assez près, mais ils ont surtout gagné parce qu'il y avait Kawhi Leonard, LeBron James, Giannis et Nikola Jokic dans leurs équipes, tu sais, parce que ces coachs-là, sans ces joueurs-là, n'ont pas réussi à gagner. Tu te dis, ils ont gagné le prix ultime de la profession, c'est-à-dire le championnat NBA, et ces quatre coachs-là ont été congédiés dans les 2 ou 3 Deux à années. trois ans. Tu sais, je veux dire, Nurse, ça dure un peu plus longtemps. Alors que dans la majorité de ces cas-là, le front office, regarde le front office à Toronto, à part le départ de Masai Ujiri l'été dernier, le front office au complet est encore là. Tu sais. Alors que est-ce que la réelle problématique qu'il y avait chez les Raptors, c'est que Nick Nurse était pas assez bon ou que l'effectif était moins bon, tu sais? Puis même chose à Milwaukee, même chose à Denver, même chose avec les Lakers, etc. Fait que tout ça pour dire que quand tu es coach pro, faut que tu assumes le fait que peu importe où tu t'en vas coacher, il y a d'énormes chances que dans les 2 ou 3 années qui vont suivre, tu ne seras plus là. Mais que peut-être les gens qui vont prendre des décisions en haut de toi, eux vont être encore là. Puis tes résultats à toi vont dépendre beaucoup du travail qu'eux ont fait. Fait que ça, c'est quand même aussi une grosse part de la dynamique de coacher au niveau professionnel qui existe beaucoup moins quand tu coaches des jeunes puis des niveaux inférieurs. OK. Puis là, la première fois que tu arrivais pro, à quel moment tu t'es senti légitime d'être dans cet environnement-là? La première game, honnêtement. Ouais? Ça semble prétentieux, mais j'étais. Je me rappelle encore de la première game pro que j'ai coaché avec les Caps de Québec, un match hors concours qu'on avait joué au pavillon de la jeunesse à Québec. On avait gagné d'ailleurs. Donc, je pense que le fait d'avoir gagné ma première game, ça m'a donné dans ma tête la légitimité que j'avais besoin. Puis j'étais, je pense, loin d'être le coach que je suis aujourd'hui, forcément, parce que tu apprends beaucoup avec les années. En tout cas, j'espère être pas mal meilleur maintenant, mais je sais que je sais puis beaucoup plus de choses, puis je procède très différemment aujourd'hui que je procédais à l'époque. Mais je sentais pas à cette époque-là que j'avais pas ma place à ce niveau-là. Puis j'étais très jeune, tu sais, j'avais 26 ans, je pense que quand j'ai commencé à coacher les Cubs. Donc j'avais le même âge que mes joueurs, voire même dans certains cas, j'étais plus jeune que certains d'entre eux. Mais j'avais pas le sentiment de pas être à ma place. J'avais pas le sentiment d'avoir tu sais, usurpé cette place-là parce que en quelque part dans le milieu pro aussi, il faut pas se dire que tous les coachs, c'est tous des doctorats du coaching. Là. Tu sais, il y a beaucoup de coachs qui arrivent là. Tu regardes même dans la NBA, tu as des joueurs qui ont une grande carrière de joueurs, puis ils se font donner une poste de head coach. Puis en général, ça se passe très mal hein, tu sais, quand on fait ça. Il y a peu de contre-exemples à ça. Ceux pour qui ça se passe bien, en général, c'est ceux qui prennent le temps d'apprendre le métier. Là. Tu sais, les Ime Udoka, par exemple, qui ont joué en NBA. Mais tu sais, Ime, il a été assistant de Popovich pendant longtemps, puis il a été assistant à Philadelphie, puis à Brooklyn, avant de devenir head coach. Puis il est excellent, Ime Udoka. Mais il a gagné ses galons, je peux te le dire. Moi, j'ai été à San Antonio pendant qu'il était là. J'ai eu des discussions avec lui à l'époque. Puis la plupart de ces coachs-là, ils gagnent leur galon avant de devenir bons. Puis les Derek Fisher de ce monde qui se font donner une job directement, en général, eux, ça se passe pas mal moins bien parce qu'ils n'ont pas nécessairement pris la mesure de tout ce que ça voulait dire de coacher, puis de préparer une équipe, puis tout ça. Ils pensent qu'ils le savent parce qu'ils ont été joueurs, mais c'est un métier qui est très, très complexe, puis je pense que c'est un métier qui s'apprend aussi. Donc, tu progresses à travers ce métier-là, mais quand tu coaches puis tu te fais placer dans cette chaise-là, comme moi à l'époque, ben, tu te rends compte que oui, il y en a qui sont très bons à ça, mais il y en a beaucoup aussi qui ont hérité de ce siège-là, un peu parce qu'ils ont eu une bonne réputation de joueurs, puis on les place dans le siège directement, puis ils n'ont peut-être pas eu besoin, eux, de gravir les échelons. Puis tu te rends compte quand tu coaches contre eux que peut-être que tu vas gagner, peut-être que tu vas perdre, mais que en réalité, si tu perds, c'est pas parce que le coach en face a été plus fort que toi, c'est peut-être parce que juste il y avait une meilleure équipe. Puis peut-être que toi tu le bats parce que tu as une meilleure équipe aussi. Mais j'avais pas le sentiment là, dans la grande majorité des cas que j'affrontais des meilleurs coachs que moi ou quand ça arrivait, ben, je trouvais ça en quelque part normal parce que je me disais, ben, il y a des super bons coachs puis il faut que j'apprenne d'eux. Donc c'est le fun aussi de te mesurer à des gens qui sont meilleurs que toi. Tu sais, il y avait Will Voigt, entre autres, là, ces saisons-là au Vermont que je trouvais exceptionnel, qui fait d'ailleurs une très très belle carrière. Puis c'était tout un coach, là, c'était un casse-tête énorme d'affronter ses équipes. Fait que, tu sais, moi, ça me donnait tout de suite comme objectif, ben, j'aimerais ça être aussi bon que Will Voigt, tu sais, j'aimerais ça être aussi bon que lui. Puis quand j'étais en France, il y a des coachs que je voyais, j'aimerais ça être aussi bon que lui, j'aimerais ça être aussi bon que lui. Fait que c'est ça. Fait que je me sentais légitime, mais très humble en même temps, parce que j'ai toujours considéré qu'il
il y a bien des coachs qui sont meilleurs que moi, puis j'aimerais ça être bon comme eux, puis c'est ça qui me motivait à travailler puis à devenir meilleur pour essayer d'atteindre le niveau que je trouvais que ces coachs-là, ils avaient. Mais je pense pas que c'est tous les coachs pro qui ont ce niveau-là. Je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont dans ces chaises-là parce que on leur a donné la chaise, puis après, ben, tu perdras pas toutes les games que tu te fais donner, même si tu sais, même si t'as pas une énorme expérience, si tu as une bonne équipe, tu vas réussir à gagner des matchs, ça c'est sûr. C'est vraiment, vraiment intéressant de voir cette facette-là aussi, là, puis de l'entendre de l'entendre de la bouche de quelqu'un qui l'a vécu. Quand tu arrives aussi au niveau pro, je suppose qu'il y a beaucoup de gestion d'ego, de personnalités qui sont très, très, très différentes. Oui. Comment tu gères en premier lieu ces égos-là? Je pense que ça peut être aussi utile pour tous les gens qui, au secondaire, ça va t'arriver aussi de gérer des égos. Je pense que c'est pas le même genre d'ego, puis c'est souvent des égos qui ont rien prouvé encore. Mais je pense que même plus bas niveau, tu vas en côtoyer. Fait que comment tu gérais ça de ton côté? Deux choses, je pense que la première, c'est le relationnel déjà. Je pense que tu peux pas coacher sans établir une relation avec les gens avec qui tu coaches. Puis je pense surtout quand c'est des adultes, ben, je trouve que ce que Greg Popovich il mentionnait par rapport au fait que tu gagnes un championnat avec tes joueurs et non tes joueurs qui gagnent un championnat pour toi. Tu sais, c'est un partenariat pratiquement avec eux où il faut qu'il y ait un patron et le patron en l'occurrence c'est toi, mais tu dépends beaucoup de leur performance à eux. Puis comme on a le même objectif commun qui est de gagner des matchs, gagner le championnat, de se rendre le plus loin possible, ben donc si on a le même objectif, on devrait faire ça ensemble. Après, ça veut pas dire ensemble que c'est eux qui prennent la décision, mais il reste que on est tous dans le même autobus, puis on veut tous aller au même endroit. Puis c'est à toi de connaître le chemin, mais je veux dire, si les gens ils sont pour ramer, disons, l'exemple serait peut-être meilleur si c'était un bateau plutôt qu'un autobus, mais s'ils sont pour ramer fort, pour t'emmener à l'objectif, ben idéalement, il faudrait peut-être qu'on soit à peu près d'accord sur la forme de partenariat que ça va prendre. Puis je pense que ces choses-là sont beaucoup plus faciles quand tu prends le temps d'établir des relations avec les gens, de les connaître au niveau humain, d'avoir une vraie connaissance de leur background, de leur vie. Moi, j'essaie de toujours faire ça, tu sais, de savoir c'est quoi leur situation à la maison, leur connaître leurs enfants, prendre le temps de parler avec leurs enfants quand leurs enfants sont là, puis tu sais, des choses comme ça que moi, ce qui m'intéresse plus dans leur vie, pratiquement, c'est cette partie-là, tu sais, puis tu parles d'ego, forcément, le premier nom qui va revenir, tu sais, ou qui va venir dans la tête des gens, c'est, ben, t'as coaché de Marcus Cousins, qui clairement avait un des plus gros égos dans les... Mais moi, j'ai un souvenir exceptionnel de mon temps avec lui. J'ai beaucoup apprécié coacher DeMarcus. J'ai eu une très bonne relation avec lui. On n'a pas été en situation de conflit du tout. Forcément, on a gagné beaucoup de matchs aussi, fait que ça aide, parce que si tu perds, tu perds, tu perds, forcément, ça change probablement la dynamique. Mais pour moi, avec lui, le fait que ça soit justement ce partenariat-là, de bien comprendre pourquoi il venait à Taïwan après avoir une carrière comme celle qu'il avait, qu'est-ce qu'il recherchait de cette expérience-là, par exemple, puis comment il voulait approcher le processus hebdomadaire des entraînements qui menait au match, puis tout ça, puis qui comprennent que moi, ce que je pense lui avoir fait comprendre des choses aussi par rapport à ces situations-là, pour dire, écoute, moi, Marcus, j'ai pas ton expérience de joueur. Par contre, j'ai une grosse expérience du coaching international puis des situations dans lesquelles on est placé. Puis, il faut que tu comprennes aussi que les gars dans ton équipe n'ont pas besoin du même type d'entraînement que toi pour être performants quand on arrive vendredi, samedi, dimanche à la fin de la semaine dans nos matchs. Donc, forcément, il faut qu'on arrive à trouver le bon milieu entre ce que toi, tu as besoin et ce qu'eux, ils ont besoin, qui n'est pas la même chose. Puis ça, je pense qu'il a apprécié le fait qu'on prenne le temps de s'asseoir, puis qu'on en discute, puis que... Donc, tu sais, puis moi, de Marcus Cousins, j'ai envie de te dire, c'est peut-être arrivé deux fois en quelques mois, là, qu'il m'a dit en arrivant à l'entraînement, tu sais, Coach, I don't got it today. Tu sais, je vais pas te mentir, là, comme, je ne me sens pas dans un état physique ou mental de pratiquer fort, tu sais, comme ce matin. Puis il me dit ça honnêtement 45 minutes avant l'entraînement, puis à moi de lui dire, ben, regarde, je vais m'ajuster en conséquence, qu'est-ce que tu peux me donner, qu'est-ce que tu penses que tu fais, t'as-tu besoin de shooter, t'as-tu besoin de... Tu sais, il dit, regarde, I'll get my shots up, tu sais, je vais faire cette partie-là, mais tu sais, je pense que en termes de contact, de position. Puis tu sais, ça m'est arrivé de lui dire, regarde, va faire ta muscu, va voir le physio, tu sais, get your body right, on va faire les choses demain matin, là, tu sais. Fait que j'ai eu l'honnêteté de faire ça avec lui parce que lui avait l'honnêteté de me le dire, tu sais, puis
à part de ça, c'est arrivé plus de fois qu'il m'a dit que moi, je lui disais, hey, regarde, aujourd'hui, en termes d'opposition, de 5 contre 5, on va faire ça, 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 ça. On va faire, je sais pas moi, 4 blocs de 10 minutes, je te ferai faire les deux premiers, après ça, I'll shut you down. Puis que lui, il me disait, non, I'm good, mets-moi pour les 4, j'ai besoin du cardio, je veux en faire plus. Tu sais. Fait tu sais, moi, je trouvais ça super parce qu'il m'en donnait plus que ce que je lui demandais. Mais je pense que tout ça provenait de la relation qu'on avait et pas du fait que je dise en partant hey, écoute, mon chum, c'est moi le boss ici, puis tu vas faire comment, tu sais, comment je vais dire. Puis, parce que je pense que ça, il y avait aucune chance que ça marche si ça avait fonctionné comme ça, tu sais. Fait que tout ça pour dire que ma relation aidait la gestion de l'ego, puis j'essayais un peu, là, je te prenais son exemple à lui, mais j'essayais de faire ça avec tout le monde, parce qu'une fois que tu as des vraies relations humaines avec des gens, ben, je pense que c'est plus facile pour ces gens-là d'accepter que tu vas les guider vers quelque part. Puis ça reste vrai, je pense, quand tu es dans les écoles, puis que tu coaches des égos forcément moins gros, puis la personne qui te tient tête, c'est pas quelqu'un qui a gagné 95 millions de dollars dans sa carrière, puis qui a une image internationale, là, tu sais, c'est un kid de secondaire 3, fait, ou de secondaire 4, c'est très différent. Mais je pense quand même que cette personne-là va être plus facile à leader si tu as une vraie relation humaine avec, que si tu essaies juste de lui imposer ta façon de faire, puis qui tu es, puis fait que le leadership pour moi c'est ça, c'est déjà c'est très humain, puis c'est une compréhension de qui ils sont, quelles sont leurs motivations, où est-ce qu'ils veulent aller. On a tous un but commun, mais ils ont tous des buts individuels aussi à travers ça. Puis comment on arrive à mettre tout ça ensemble pour que ça ait du sens pour eux de te suivre. Disons que si j'avais à résumer comment j'ai fonctionné, je pense que c'est plutôt comme ça. Vraiment, vraiment cool, vraiment intéressant. Puis, t'en as parlé un petit peu là, de comment tu réussis à t'adapter à toute la réalité des joueurs, de Marcus Cousine qui vient te voir puis qui dit hey, non, aujourd'hui, ça va pas, je peux pas faire telle partie, telle partie. Comment tu réussis à t'adapter tout le temps à tout ça en termes de pratique? Ben, déjà, d'un, tu peux pas avoir 12 joueurs qui arrivent puis qui vont te dire ça, là. Tu sais, il faut comprendre aussi qui ils sont puis pourquoi ils sont là. Tu as des propriétaires qui payent des montants d'argent importants pour faire venir ces joueurs-là aussi. Fait que, faut comprendre la réalité que lui est dans une position aussi de me dire ça, puis on va s'entendre sur, OK, ben, oui, fais pas ça tous les jours non plus, tu sais, puis DeMarcus a toujours été très honnête, là, c'est pas comme si, comme je dis, je pense que c'est arrivé 2 fois en, je sais pas combien de mois qu'il a été avec nous, mais tu sais, c'est pas comme si c'était quelque chose de fréquent, puis c'est toujours ça, tu sais, c'est comme l'enfant à l'école qui remet pas son devoir. Si ça arrive une fois dans l'année ou deux, tu vas comprendre que ce qui est arrivé, l'excuse qu'il te trouve, c'est probablement vrai. Après, si ça arrive toutes les semaines, là, c'est probablement pas vrai, tu sais. Donc, disons que tu comprends aussi quels sont les joueurs qui ont plus envie de tricher puis moins envie de tricher, mais en fonction aussi du contexte qui est donné par les équipes et au niveau professionnel, ben, si tu rates des entraînements ou tu arrives en retard des entraînements, tu as des amendes ou tu as des processus qui sont mis en place. Des fois, c'est plus fort au niveau pécunier, au niveau monétaire, où ils vont, tu sais, retirer tant sur ton salaire. Tu sais, nous, à Taïwan, on avait une forme qui était plus... Sur les retards, là, je parle pas des absences, mais tu sais, si quelqu'un arrivait 5 minutes en retard ou quelque chose comme ça, il y avait un... Tu sais, tu payes le Starbucks à l'équipe au complet. Tu sais, fait que tu sais, ça, c'était plus rigolo que de juste le mettre à l'amende, puis... Tu sais, ça devient quelque chose que quand t'en as un qui arrive 2 minutes, puis ça arrive pas souvent, là, tu sais, mais c'est juste que la vie, c'est la vie, fait que à un moment donné, ça arrive aux gens de, en général, je te dirais, pour des joueurs pros, ça arrive une fois dans l'année là, qu'un joueur est en retard. Là, tu sais. Puis là, tu sais, quand il rentre dans la séance vidéo, 3 minutes en retard, t'as tous les autres qui crient Starbucks. Tu sais. Et puis tout le monde part à rire, puis on continue la séance. Fait que tu sais, c'est probablement plus agréable comme processus, disons que le gars paye Starbucks à l'équipe que de payer 100$ ou tu sais, je sais pas le montant que ça va être à différents endroits. Fait que c'est ça, tu sais, puis t'as des mécanismes à mettre en place pour pas que ça arrive trop, mais en même temps, les joueurs, ils savent aussi, en fonction de la position dans laquelle ils sont, que s'ils deviennent quelqu'un qui se fait étiqueter comme
souvent ils pratiquent pas ou quand on se doute que, tu sais, je parle pas de blessures, là, les blessures c'est des blessures, mais euh, quelqu'un qui pratiquerait pas ou qui aurait des problèmes de comportement, ben, il va se faire évincer du milieu professionnel assez vite, là. Comment tu fais ta préparation de match? Ben, ça serait une longue réponse. Ben, t'as forcément une grosse partie vidéo tu sais, d'analyse des équipes. Forcément, plus tu avances dans la saison, plus tu les connais. Pas que c'est moins long de les préparer, mais disons que tu pars pas dans l'inconnu. Forcément, nous aussi, les matchs, tu sais, à peu près partout où j'ai coaché dans les dernières années, c'est des matchs qui sont tu sais, à la télé télé ou version YouTube de la télé, là, mais tu peux les regarder en live ou tu as accès à les télécharger dès qu'ils sont joués. Fait que, tu sais, c'est pas comme si tu te lançais dans ce match-là sans trop savoir ce qu'ils ont fait récemment. En général, tu le sais, tu connais les résultats, tu connais les stats. Fait qu'après ça, ben, tu fais ta préparation de ce qu'ils font collectivement, de ce que chacun des joueurs, de leur personnel propose pour qu'on connaisse bien toutes les tendances, qu'on identifie. Disons que la partie qui t'appartient le plus, je pense, comme coach, c'est de toi juger qu'est-ce qui est important puis qui est pas important. Parce que dans un match de basket, il y a beaucoup de choses. Des systèmes offensifs, tu vas en voir 15, 20 différents dans la même game. Puis disons que de nos jours aussi, tu as beaucoup de variations des mêmes systèmes. Tu sais, c'est moins on va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis c'est complètement différent. Tu sais, c'est souvent, quand tu le regardes, tu dis, ouais, est-ce que vraiment c'est un call différent qu'ils ont fait ou c'est juste une lecture autre sur la forme de jeu qu'ils ont mis en place? Donc, c'était pas vraiment un call, c'était juste quelque chose qui est arrivé un peu par hasard. Tu sais. Fait qu'il faut que tu arrives à trier à travers tout ça. Tu vois qu'est-ce qu'ils font le plus souvent, comment on en parle à l'entraînement. Fait qu'il y a des systèmes que tu vas avoir, mais tu te dis, ben, s'ils le font une fois par game, je veux dire, ça sert à rien qu'on perde du temps à l'entraînement avec ça. Tu sais. Fait qu'il faut que tu juges la dose, puis la difficulté potentielle que tu penses que tu vas avoir à défendre certaines situations, parce que par exemple, tu pourrais aussi voir une équipe qui fait tel type de système, mais ton équipe le fait aussi. Donc, si toi, parce que beaucoup d'équipes run les mêmes choses, fait que, tu sais, si toi, tu as le même set, mais tu dis concrètement, depuis le début de l'année, on fait du 5 contre 5 à l'entraînement, puis ce set-là, il se run à travers le 5 contre 5 à toutes les pratiques. Fait que les gars l'ont déjà vu des centaines de fois. Fait on peut mentionner, hey, regardez, eux vont le faire. Après, est-ce qu'on a besoin de passer du temps sur le terrain à l'expliquer, à le décortiquer? Peut-être pas. Fait que tu sais, t'as plusieurs décisions à prendre comme ça, de dire comment tu vas répartir ton temps, puis le temps d'attention que tes joueurs vont avoir, parce que tu voudrais dire, ouais, je suis bien perfectionniste, on va tout voir. Ben, déjà après 15 minutes, tes gars, ils t'écouteront plus. Là, tu sais. Fait qu'il faut que tu arrives avec le temps d'attention des joueurs, surtout aujourd'hui. OK, comment on passe le message, combien de temps on passe là-dessus, au bout de combien de temps on passe à autre chose, tu sais, puis qu'est-ce qu'on a besoin de travailler en 5 contre 5, qu'est-ce qui peut se faire juste à travers du walkthrough, du 5 contre 0, de la demi-vitesse, tu sais, des choses comme ça. Quelle quantité de contacts tu fais à l'entraînement pendant une semaine, quel jour t'en fais, quel jour tu fais du tout-terrain, quel jour tu restes en demi-terrain, quelle est la charge que tu vas mettre sur les jambes de tes joueurs pour que ton pic de performance de la semaine arrive la journée de la game, puis que tu n'arrives pas avec une équipe qui est fatiguée cette journée-là ou qui est à l'opposé, qui serait sous-entraînée. Fait qu'il faut que tu trouves le bon dosage, puis c'est un des beaux challenges du métier en même temps quand tu fais ta préparation, ta planification hebdomadaire, de te dire OK, en fonction des matchs, du format de ta ligue, est-ce que c'est une ligue comme quand nous ici en G-League ou en NBA où tu peux jouer n'importe quel jour de la semaine, tu vas jouer 3 fois, peut-être mardi, jeudi, dimanche, ou alors que dans beaucoup de ligues européennes, ben, le match il est le samedi, tu sais, fait que si tu joues une Coupe d'Europe, tu vas peut-être jouer en milieu de semaine aussi, mais si tu joues pas de Coupe d'Europe, ben là tu joues, exemple, tous les samedis, fait que tu as une journée off, mettons le dimanche, puis là tu as 5 jours de préparation pour arriver à ce match-là, alors que dans d'autres ligues, NBA, G-League, c'est OK, tu as joué mardi, puis ta prochaine game est le jeudi. Fait que, tu sais, le mercredi, tu feras peut-être pas grand-chose physiquement parce que tu veux récupérer de la journée de la veille, puis tu as une game le lendemain. Fait que c'est sûr qu'il n'y aura pas de 5 contre 5. Ça va surtout être du recovery. Puis s'il y a des choses à voir, peut-être qu'on va le voir le shoot-around du matin, le jeudi. Tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de paramètres qui changent. Puis il faut que tu t'adaptes constamment en fonction de ces paramètres-là pour dire, ben, il y a des matchs qu'on a plus de temps pour les préparer, il y a des matchs qu'on a moins de temps pour les préparer. Il y a des ligues comme en Amérique du Nord, c'est dur de faire du 5 contre 5 à l'entraînement pendant ta saison parce qu'il y a tellement de games. Tu vois, en G-League, nous, c'était 50. NBA, c'est 82.
NBA, essentiellement, il n'y a pas d'opposition pendant l'année, hein. Ils en font au training camp, au camp d'entraînement, puis euh, je me rappelle là, quand j'étais à San Antonio, pendant la saison, là, j'étais allé en 2016. Will Hardy, là, qui est maintenant le coach du Jazz, je pense qu'il m'avait dit quelque chose comme ça. Ça fait 36 jours qu'on n'a pas fait de 5 contre 5 en pratique. Tu sais. Fait que ça faisait plus qu'un mois. Fait que leur pratique, en fait, eux, c'est les games. Mhm. Ils font s'ils rentrent un nouveau set ou une nouvelle option, un truc comme ça, ben, ils vont le faire à 5 contre 0 à l'entraînement, puis ils vont le faire en game. Puis s'il y a des choses à peaufiner, ils vont le peaufiner à partir de ce que ça a donné en game, plutôt que de le travailler à l'entraînement, puis de voir qu'est-ce qu'il faudrait corriger ici et là, tu sais. Fait que c'est un monde qui est complètement différent, alors que, tu sais, moi, quand j'étais en Europe, particulièrement avant qu'on soit... avant que Nanterre devienne ce que Nanterre est aujourd'hui, là, puis ça, je dirais, c'est plus le championnat de 2013 qui a mené à la nouvelle version là, de Nanterre, mais la version des 4 premières années où j'étais là, les 2 premières années, c'était de la Pro B, après on est monté en Pro A, puis ben, c'était un match par semaine. Fait que les gars, ils font de l'opposition du 5 contre 5 à peu près à tous les jours. Là, tu sais. Lundi, en général, non, parce qu'ils reviennent de la journée de congé, fait que c'est un peu raide de repartir avec de l'opposition, mais de l'opposition, il y en avait mardi, mercredi, jeudi, des fois le vendredi, un peu aussi la veille de la game. Tu sais. Puis quand je dis il y avait de l'opposition, le mardi, le mercredi, jeudi, c'est pas 10 minutes. Là, tu sais. Ça joue là, pendant genre 1 heure de temps, 5 contre 5 demi-terrain ou 5 contre 5 tout terrain, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contacts, puis tu dirais en quelque part, d'opportunités pour les joueurs de se blesser. Mais en même temps, c'est aussi un rythme que tu leur imposes qui fait en sorte qu'ils se blessent moins. Tu sais. Puis, en tout cas, là, on rentrerait dans un autre sujet complètement, mais tu sais, les joueurs d'aujourd'hui, ils s'entraînent de moins en moins avec du contact. Le résultat qu'on voit, c'est qu'ils se blessent de plus en plus. Je suis pas en train de dire que c'est à cause de ça, mais parce que le jeu, il se joue beaucoup plus vite qu'avant, puis la cause est peut-être tout autre, mais c'est une question à se poser parce que de ce qu'on entend dans les années 80-90, les Michael Jordan et compagnie de ce monde, ça s'entraînait fort, puis il y avait plus de 5 contre 5 puis de contact, tout ça. Puis quand tu regardes les stats, ben, ces gars-là jouaient 82 games. Là, ou quand il en manquait, ils finissaient l'année avec 79-80. Puis au jour d'aujourd'hui, ben, presque plus personne joue en haut de 70 matchs dans les saisons. Fait que les joueurs se blessent plus que jamais. Mais bon, je pense qu'il y a aussi des causes qui sont complètement autres. Là, comme je dis, la vitesse des games aujourd'hui est complètement différente aussi. Là. Mais, euh, mais c'est ça. Fait que, encore une fois, là, je pars sur plein d'aspects, mais ça ça couvre un petit peu là, tous les trucs qu'il faut que tu prennes en compte quand tu coaches. C'est vraiment, vraiment intéressant de t'entendre, puis ça me fait beaucoup réfléchir de mon côté. Si demain, toi, tu te retrouves dans un milieu là, québécois au secondaire, où en général, là, on parle de entre 12 et 16 matchs là, dans ton année, qui peut être sur n'importe quelle journée maintenant, comment tu fais cette planification-là de match? Comment tu gères un petit peu tout ça? Je pense qu'en basket, c'est assez complexe de planifier à long terme, à part quelques grandes idées, tu sais, de dire, je sais pas, moi, t'es une équipe qui veut mettre beaucoup de pression tout terrain, ben, tu sais, de dire, OK, on va commencer l'année avec ça. Idéalement, peut-être que rendu en décembre, on va rentrer une deuxième forme de pression, puis peut-être que à l'approche des championnats provinciaux, février-mars, on va rentrer autre chose. Tu sais, tu pourras avoir une grande idée de ça, mais de vraiment le côté, les pratiques vont avoir l'air de ça au mois de mars quand tu es au mois de septembre. Ça, il y a trop de choses qui peuvent changer, à mon avis. Tu peux le faire tant que tu veux, mais je pense quand même qu'il y a trop de choses qui peuvent changer. Il y a des joueurs qui peuvent se blesser. Je veux dire, tu sais, si ton truc est basé sur le fait que t'as un super point guard qui est créateur, puis tu dis, OK, on va faire ça, 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 puis on va rentrer ça, puis là, ben, ouais, ton point guard, il se fait une grosse blessure au mois de décembre, ben, ta planification, elle vient de tomber à la poubelle, puis il va falloir que tu repartes. Après, je suis pas en train de me faire l'avocat de dire, faut rien planifier non plus, mais je trouve que le basket, c'est souvent un sport qui se planifie bien à la semaine et au mois. Tu sais, globalement, moi, c'est toujours comme ça que j'ai fonctionné. Ça veut pas dire que j'ai pas une idée de où est-ce que je veux aller dans 3 mois, tu sais, mais je perdrai pas trop de temps à me dire dans 3 mois, voici absolument ce qu'il faut qu'on ait fait. Tu sais. Fait que tu sais c'est quoi les bases, les grands fondamentaux que tu veux établir au début, quelle est ta base fondamentale, puis dans le cas que tu me présentes là, dans le cas d'une école secondaire, je pense quand même que ce qui va faire 90% du travail, c'est justement ta base de fondamentaux, beaucoup plus que les ajustements spécifiques que tu vas faire contre telle et telle équipe. Ça veut pas dire que tu n'en feras pas, mais
tu vas peut-être te dire globalement ce qui va te faire gagner, ce qui va te faire obtenir à tout le moins les résultats que tu veux sur la saison, ben c'est beaucoup plus. Je sais pas si tu dis, OK, nous, on va être une bonne équipe de défense homme à homme, ben travaille là-dessus, tu sais, puis travaille là-dessus semaine après semaine, puis crois-y, puis organise-toi pour que ton équipe elle progresse, qu'elle progresse, qu'elle progresse. Fait que le 12 décembre, quand tu vas avoir une game, ben, tu vas avoir fait comme travail pour imposer une défense homme à homme de fer par rapport aux autres équipes, ben, c'est ça qui va te faire gagner la game du 12 décembre, bien plus que le 10 décembre quand tu vas dire, ah ben là, on joue contre eux, fait que là, on va faire tel ou tel ou tel ajustement. Tu sais. Fait que les ajustements, oui, il faut que tu les fasses, puis que tu vois, OK, ben, on affronte tel joueur, donc il faut être meilleur sur tel aspect, faut qu'on. Mais pour moi, les options défensives que tu prends, ou les ajustements en général, ils sont plus peut-être un peu plus offensifs que défensifs, bon, défensifs que offensifs, mais disons que c'est plus pour moi des dérivés de ce que tu fais déjà que quelque chose de complètement nouveau. Tu sais, moi, j'ai pas vu beaucoup d'équipes avoir énormément de succès, dire, tu sais, je sais pas si ton idée c'était d'avoir une bonne défense de homme à homme, puis là tu dis, ah, ok, ils ont vraiment une bonne attaque, ben là, on va juste leur faire de la zone, tu sais, puis ouais, ok, tu vas peut-être avoir l'effet de surprise pendant 2 minutes ou 5 minutes au début de la game, mais il reste que c'est quoi le bénéfice de l'effet de surprise par rapport à le fait que tes joueurs maîtrisent moins cet ajustement-là, tu sais, cette situation-là, par rapport à, je sais pas, tous les fondamentaux que tu as bâtis, tu sais. Donc, je pense que la chose la plus importante avec les écoles, le basket dans les écoles, c'est de développer la base de fondamentaux. Euh, Puis quand je dis fondamentaux, c'est individuel et collectif. Là, tes situations de défense à deux, défense à trois, qu'est-ce que tu fais sur tel type d'écran, sur des mains à main, sur des pick and roll, sur des post-up, ta transition défensive, elle s'organise comment. Fait que tu sais, qu'il y ait une belle conception de tes joueurs, de tout ce que tu veux faire, par exemple, dans ton système défensif. Puis à partir de là, souvent, tu n'as pas des tonnes de trucs après ça à modifier. Moi, je pense que c'est ça. Il faut que tu clarifies dès le début, en attaque et en défense, ce que tu veux faire. Puis après ça, ben oui, on fera les tweaks que ça prend aux différents moments. OK. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. T'as vécu aussi, là, on parle souvent là, du fameux basketball européen qui prend de plus en plus d'ampleur, que les joueurs arrivent à tous les niveaux, que ce soit NBA, mais même maintenant universitaire au Québec, on est rendu avec des joueurs qui viennent de l'Europe, qui arrivent très, très, très skills. C'est quoi les différences entre ce qu'on fait ici et ce qui se passe en Europe? Il y en a beaucoup de différences. Disons que je pense que peut-être le concept le plus dominant dans la différence des deux côtés, c'est que tu as un système structuré versus un système non structuré. Le profil d'un joueur comme, par exemple, Victor Wembanyama, là, qui est peut-être l'extrême en ce moment, puis encore, bon, Victor, quand il est arrivé au niveau pro, il a changé d'équipe, mais tu sais, Victor, là, essentiellement, il a commencé dans un club ben, à Nanterre, justement, là où j'étais, quand il était tout petit. Il a passé de la catégorie U9 à U11, à U13, à U15, à U18, à Espoir, tu sais, avec un club structuré, avec des entraîneurs qui, globalement, travaillent pour la majorité d'entre eux à temps plein pour ce club-là, avec un directeur technique qui établit une ligne directrice pour ce joueur-là à partir d'un jeune âge, à partir du moment où il est identifié comme un joueur à haut potentiel. Je te mentirais que moi, je suis parti en 2017, Victor avait 12 ans, 12-13 ans à ce moment-là. Il était déjà identifié à ce moment-là. Je te disais pas qu'on pensait qu'il allait devenir peut-être le meilleur joueur de l'histoire du basket, là, comme il est peut-être en voie de devenir, mais parce que clairement, je veux dire, la question, je me rappelle dans une réunion quand on a dit, la question c'est pas il va-tu faire 2 m 10, donc 6 pieds 11, là, mais mettons, en nord-américain on dirait 7 pieds. Parce que, mais, la question c'est pas est-ce qu'il va faire 2 m 10, c'est il va-tu être 2 m 10 ou 2 m 20. C'est ça qu'on se posait comme question, vu la taille de ses pieds, la taille de ses parents, puis tout ça, le fait qu'il était déjà extrêmement grand. Puis talentueux aussi, parce qu'il courait bien, il driblait bien. Puis... Fait que, tu sais, les lignes directrices étaient établies. Donc, lui, il est resté jusqu'à ce que, c'est ça, il signe son premier contrat pro, il joue pro en Nanterre. Après ça, bon, forcément, il a voulu aller jouer de l'Euroleague, donc il l'a fait à Lasvel. Il a fini avec une autre saison à Levallois, parce que ça s'était moins bien passé avec Lasvel. Je dis Levallois, excuse-moi, c'était
Boulogne-le-Valois à l'époque. En tout cas, bref. Tout ça pour dire que la ligne directrice de son développement était déjà extrêmement établie. Et ça, c'est possible quand tu as un système de club dominant. Alors que nous, ben, on fonctionne sous un système qui est dominé par les institutions scolaires, ce qui fait que un jeune va dans une première institution primaire, une deuxième au secondaire, une troisième au cégep, puis une quatrième à l'université. Donc, le profil normal d'un joueur au Québec, par exemple, c'est d'avoir au minimum fait partie de 4 institutions différentes avant de devenir un joueur professionnel. Chacune de ces institutions-là ne bénéficiera pas nécessairement de ce qui va se passer après. Donc le joueur, il va partir de chez toi, puis rendu là, ben, à part s'il a accroché quelques bannières dans le gymnase, puis que s'il se rend loin, on mettra son jersey dans un cadre sur le mur pour montrer la fierté qu'on a qu'il soit passé ici. Mais disons que concrètement, ça n'a pas de réelles conséquences monétaires ou alors que pour des clubs européens, si un joueur se fait drafter en NBA, ben, c'est pas loin d'1 million qui va rentrer dans le compte sur le buyout, comme ça. Fait que, tu sais, il y a quand même des réels bénéfices à former des joueurs qui se rendent haut, qui se rendent à haut niveau. Même s'ils ne se rendent pas en NBA, s'ils deviennent des joueurs pro pour ton équipe, ben forcément, les premiers contrats viennent à des tarifs qui sont assez avantageux pour les clubs. Donc, ça fait des économies là aussi qui te permettent de justifier le fait que tu les as formés, que tu as payé leur formation, etc., etc. Donc, en fait, un vrai cadre, une vraie structure dans laquelle tu évolues. Puis quand je dis ici, ils font 4 institutions, ça, c'est sans compter le fait qu'il y a des chances que le jeune, ben, s'il n'avait pas choisi la bonne école, entre guillemets, pour son profil de basketteur en secondaire 1, ça se peut qu'il transfère en secondaire 3. Ça se peut qu'il veuille aller jouer prep rendu en secondaire 5. Ça se peut qu'il aille dans un premier cégep pour ensuite aller dans un autre cégep après parce qu'il transfère. Puis au jour d'aujourd'hui, c'est pas rare de voir des joueurs universitaires, si par exemple ils partent aux États-Unis, mais même c'est le cas au Canada aussi pour certains cas, où des joueurs vont jouer pour 2 voire 3 universités à travers leur parcours. Fait que forcément, ça devient un basket où les joueurs, t'es là, c'est presque à la blague, mais les joueurs, t'es pour les 10 prochaines minutes, puis après ça, tu sais pas s'ils sont encore là. Donc, faire de la planification puis du développement sur le long terme, ça devient plus compliqué. Donc, tu es obligé de plus être dans le ici et maintenant que des clubs là-bas qui ont des vrais profils de développement sur le long terme. Donc, je pense que leur système est quand même largement plus avancé que le nôtre et c'est pas pour rien qu'on voit l'arrivée de tous ces joueurs-là ici, dans les plus hauts niveaux, dans la NBA, tout ça. Il reste que le système ici, ben, il va quand même pas empêcher les talents d'être des talents. Puis il y a beaucoup de talents, ben, forcément aux États-Unis. Il y a beaucoup de coachs de haut niveau qui le disent aux États-Unis qu'ils n'ont pas le bon système. Mais bon, quand tu as 340 millions de population avec un bassin athlétique gigantesque puis des moyens presque infinis pour les développer, forcément, les bons talents, ils vont ressortir, ils vont remonter à la surface, puis ils vont devenir les joueurs, ils vont devenir les Jason Tatum, les Donovan Mitchell, les Anthony Edwards de ce monde, là, puis au Canada, les Shai Gilgeous-Alexander, les Jamal Murray et compagnie, ils vont trouver leur chemin à travers ce système-là. Mais il reste que la question que tu te poses, c'est de quoi aurait l'air la majorité de ces joueurs-là formés aux États-Unis s'il y avait eu les réels bénéfices de grandir dans des clubs structurés qui veulent ton développement, comme Nikola Jokic, comme Victor, comme je mentionnais, mais ou tous les joueurs européens que tu vois en NBA. Fait que, il y a beaucoup plus de structure là-bas qu'il y en a ici. Puis du fait qu'il n'y a pas nécessairement une structure dominante qui impose des règles qu'on doit suivre en quelque part, ça permet à beaucoup plus de monde de créer des programmes à gauche puis à droite, puis en guillemets, de se tirer la pipe, puis de dire, tu sais, je vais prendre ton joueur, il part de chez vous, il s'en vient chez nous, mais l'année d'après, je vais peut-être le perdre parce qu'il y a un autre programme qui va lui dire, mais viens faire ça, puis viens jouer dans mon équipe d'été, puis on va faire tel tournoi, puis fait que ça devient une espèce de free for all, puis les joueurs n'ont pas nécessairement les joueurs, les parents n'ont pas le background nécessaire que ça prend pour comprendre qu'est-ce qui est vraiment la meilleure chose pour toi, tu sais, sur le moyen, sur le long terme. C'est difficile pour tout le monde d'opérer dans ce système-là, puis je pense que tout le monde a de la bonne volonté, puis tous les joueurs veulent le mieux, puis les coachs aussi, puis il y a énormément de gens hyper compétents au Québec qui travaillent fort, qui donnent du temps, puis c'est admirable, puis on n'est pas moins bon qu'ailleurs, là, pour être honnête avec toi, là, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font un super travail, mais je pense que ces gens-là sont obligés de travailler dans un contexte qui est moins clair, moins facile
que ce qu'il y a ailleurs. Puis c'est plus difficile aussi de vendre les concepts européens en quelque part de jeux collectifs, de tout ça. Tu sais, l'Amérique du Nord, elle est beaucoup basée sur le moi, 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 sur le mes highlights, moi avec la balle, tout ça. Tu sais. Fait que ça, forcément aussi, c'est plus dur de dire, ben non, mais joue collectif. Oui, mais ce collectif-là, le joueur, il sera peut-être plus dedans dans 1 an ou dans 2 ans, alors que c'est plus facile à vendre dans une perspective longitudinale comme celle qui est en Europe. Il existe juste selon toi, des solutions qui peuvent être mises en place en ce moment sans que ça vienne nécessairement de, tu sais, je le conçois, la fameuse fédération, si. Mais tu sais, à part cette solution-là de la fédération, existe-t-il d'autres solutions selon toi pour... C'est-à-dire que tout changer, c'est pas simple. Puis tout changer, ça part, comme tu dis, un peu d'en haut. Fait que, est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être changées sur le moyen long terme? Je pense que oui. Mais en quelque part, l'immense majorité des acteurs du basketball québécois n'opèrent pas dans ce milieu-là. Ils opèrent comme toi tu le fais dans une institution, dans une école. Tu travailles avec un certain nombre de joueurs, un certain nombre d'entraîneurs autour de toi, puis tu fais le mieux que tu peux dans ce contexte-là. Euh, on peut, chacun dans son programme, faire mieux, se développer. Moi, je crois beaucoup en le développement des joueurs et des coachs, prendre les moyens pour le faire, se documenter, prendre le temps, aller chercher des ressources, des consultants, des trucs comme ça. C'est un peu ce que moi je fais maintenant depuis que je suis rentré au Canada, que je fais des collaborations avec différents programmes pour des cliniques, pour aider des entraîneurs, etc. Ce qui permet, ce que j'espère peut permettre à des programmes d'améliorer ce qu'ils font, de rentabiliser le temps d'entraînement qu'ils ont avec les jeunes, d'avoir d'année en année des coachs qui sont de plus en plus compétents parce qu'ils continuent de progresser dans leur domaine, ils deviennent meilleurs dans leur façon d'enseigner certaines choses aux jeunes. Puis aussi, des fois, comme c'est un sport, le basket qui est en pleine évolution, des fois, le- la difficulté d'être coach, c'est souvent, on a tendance à vouloir enseigner ce qu'on nous a enseigné, mais ça ne veut pas dire que ce qu'on nous a enseigné est encore complètement vrai. Il y a des choses qu'on prend pour acquis comme étant des espèces de vérités fondamentales du basket. Et puis attention, je pense qu'il y en a aussi des vérités fondamentales du basket, mais il y a des choses qui sont pas nécessairement aussi vraies qu'on pense, où on se rend compte que ouais, finalement, le jeu, il a quand même pas mal évolué, puis c'est peut-être pas une mauvaise chose qui a évolué, parce qu'il y a des choses qui sont plus efficaces, mais ça veut dire que le skill set qu'on doit développer comme joueur est différent, donc ce qu'on enseigne doit être différent, puis doit continuer d'évoluer, parce que le sport, il va continuellement bouger, il va continuellement changer. On se fige dans moi, quand j'étais au secondaire, j'ai fait three-man weave, tu sais, j'ai fait du criss-cross, comme certains l'appellent aussi au Québec, là, tu sais. J'ai fait du criss-cross, puis donc, du coup, je fais faire du criss-cross à mes jeunes maintenant, tu sais, sans vraiment se poser la question de dire, pourquoi tu fais du criss-cross, tu sais? Puis la raison, souvent, je fais du criss-cross avec mes jeunes parce que moi, j'en faisais quand je jouais. Mes coachs m'ont fait faire ça pour nous échauffer. Puis lui, pourquoi il me l'a fait faire? Parce que son coach dans les années 80 lui faisait faire. Puis tout ça a remonté d'un coach qui a eu cette idée-là en 1960. Puis aujourd'hui, tu sais, pas grand monde se pose la question de dire est-ce que c'est intelligent quand on fait une passe de se mettre à courir derrière le ballon puis derrière la personne à qui on a fait une passe, tu sais? Puis de se dire peut-être que il y a peut-être une façon plus intelligente de traverser le terrain à trois avec un ballon que de faire du criss-cross. Après ça, on peut aussi vouloir faire du criss-cross parce que ça atteint certains objectifs qu'on veut travailler. Là, je prends un exemple là, sur cet exercice-là, parce que c'est un classique, là, le three-man weave, là, mais peut-être que pour des jeunes de 11-12 ans, c'est tout à fait correct parce que ça fait faire un bon nombre de passes, d'attraper en mouvement, c'est assez simple à expliquer, pas tout le monde est toujours au même endroit, etc., etc. On peut trouver les justifications qu'on veut. Est-ce que c'est une bonne idée d'en faire avec des jeunes de 18-19 ans quand tu arrives au cégep, tout ça? Il y a peut-être mieux à faire que ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que je dis, tu sais, il y a des évolutions, des questions à se poser sur plein de choses qu'on a travaillées à travers les années parce qu'on s'est fait transmettre une méthode qui était peut-être la meilleure méthode à cette époque-là, mais il existe mieux aujourd'hui. Mais pour savoir ce qu'il y a de mieux, la grande majorité des coachs ne sont pas coachs à temps plein, donc ils ont une job le reste du temps. Ils sont souvent père ou mère de famille, donc il faut qu'ils s'occupent de leurs enfants. Fait que, tu sais, ils ne peuvent pas passer 8 heures par jour à essayer de voir quelles sont les tendances du jeu actuel, puis quels sont les moyens d'enseigner les skills qui sont prérequis à l'intérieur de ces nouvelles tendances-là. Fait que la façon la plus simple, on va continuer de faire le criss-cross qu'on faisait il y a 30 ans, puis ça va échauffer nos joueurs pour les 8 premières minutes de la pratique, mettons, puis etc. Fait que c'est pour ça que je dis, il y a moyen de se développer à travers le basket, puis de
faire mieux. Fait que ça, on peut faire avancer les choses de cette façon-là. Mais il faut prendre le temps de le faire. Il faut espérer que le plus de gens possible le fassent, parce que c'est pas tout le monde qui va le faire non plus, à moins que ça soit imposé par en haut, mais encore là, peu de gens ont le contrôle pour changer ces choses-là. Super, merci. C'était cool quand même comme réponse. Tu as développé vraiment beaucoup de joueurs là, qui sont partis jouer pro, qui sont partis jouer à NBA ou comment tu travailles avec ces personnes-là? Euh, c'est une question assez vaste parce que ça dépend toujours du contexte dans lequel tu les as, combien de fois par semaine tu les as, combien de temps tu les as, tu sais, des joueurs que j'ai récupérés jeunes, tu sais, puis qui sont pros à haut niveau. Un qui est assez classique pour moi, c'est un joueur qui s'appelle Jean-Marc Pansa, là, il joue en Coupe d'Europe en ce moment en Azerbaïdjan. Il était un des bons joueurs intérieurs français là, des dernières années. Puis j'en ai coaché d'autres avant lui, mais lui, c'est un des derniers que j'ai eu entre les mains. Puis lui, je l'ai vraiment eu dès le début de son parcours parce que je l'avais récupéré en Guyane, en Amérique du Sud, à travers un camp. Il a commencé le basket un peu sur le tard, mais c'était un joueur qui avait un vraiment bon potentiel physique, parce qu'aujourd'hui, il est 6 pieds 10. À l'époque, quand je l'ai récupéré, il était probablement 6 pieds 7, 6 pieds 8, des très très longs bras, très délié, une belle foulée quand il courait. Je me rappelle encore l'image que j'ai dans le camp que tu sais, c'était pas un joueur qui était pas très avancé là, techniquement, là, il connaissait pas beaucoup, mais vraiment une belle mécanique au lancer franc. Je me rappelle parce qu'il était grand, il prenait des rebonds, il se faisait fauter, puis vraiment une belle touche au lancer franc. Un lancer, là, sans dire qu'il était parfait, mais que tu disais comme ah ok, tu sais, clairement il y a une coordination, un toucher de ballon qui est intéressant pour un gars qui a ces qualités physiques-là parce qu'il faisait des sprints, puis tu voyais qu'il battait là, sur des transitions des petits, là, tu sais, il courait plus vite que des joueurs extérieurs. Fait que je l'avais récupéré au début de son processus. Lui, j'ai eu l'occasion vraiment de travailler là, beaucoup, beaucoup avec lui. Il est venu au centre de formation à Nanterre. Là, pour les gens qui ne savent pas, Nanterre, c'est en banlieue parisienne. Fait que, tu sais, un jour, il fait le move, puis tu sais, il prend l'avion, puis il vient chez nous, puis il vient s'installer là, dans le centre de formation. Puis tu le prends en charge complètement à partir de ce moment-là. Bon, il reste que lui, en centre de formation, ben, il s'entraîne à l'époque, je dirais, 9 fois par semaine. Donc, tu as 3 jours à 2 pratiques, ben, comme une séance de travail individuel puis une pratique collective. Donc, tu as 3 jours par semaine comme ça. Donc, ça fait 6 plus 2 jours à une pratique puis ton shooting du matin, la journée de la game. Fait que donc, tu es à 9 pratiques, une game puis une journée off, plus 3 à 4 séances de musculation dans la semaine. Donc, tu sais, tu es vraiment déjà dans un contexte qui est hyper optimisé pour le développement d'un joueur comme ça, qui était quand même, comme je dis, assez vieux pour démarrer le processus, parce que c'est un joueur qui était en dernière année U18, la première année qu'on l'a eu. Les centres de formation en Europe, ça opère, ben, en France, c'est de 15 à 21 ans, là, donc c'est les années, si tu le mettais en système québécois, ça serait secondaire 4, secondaire 5, les 3 années de cégep, plus ta première année universitaire. Donc c'est ça les 6 années du centre de formation. Fait qu'un joueur qui ferait un cursus complet, c'est pas la majorité d'entre eux, parce que il y en a quand même peu qui le démarrent au début puis qui vont se rendre au bout, parce qu'il y en a là-dedans que quand tu arrives à un point où tu te rends compte qu'ils vont pas être pros, ça se peut que tu coupes la convention rendue après la 4e année, après la 5e année. Et pour toi, pour sauver des coûts, et pour le jeune aussi, là, tu sais, de dire que ben, si tu n'as pas beaucoup de perspectives chez nous, c'est peut-être le temps d'aller te lancer dans une équipe senior de niveau inférieur, par exemple. Tu sais, il y a peut-être une équipe de National 2, ce qui est la 4e division française, par exemple, qui veut t'avoir. Et puis nous, ben, de te garder une dernière année en U21, si tu t'entraînes pas avec l'équipe professionnelle, ça n'a pas beaucoup d'intérêt ni pour toi ni pour nous, par exemple. C'est un peu comme ça que le système fonctionne. Fait que donc, pour revenir au cas de Jean-Marc, ben, Jean-Marc, lui, est arrivé à sa dernière année U18, donc ça allait être un processus de 4 ans et pas de 6. Mais tu es déjà très optimisé par rapport au temps que tu as avec lui. Fait que tu dis, OK, lui, il est grand, il a besoin de travailler tout, là, essentiellement, son corps. Il faut qu'il prenne du poids, il faut qu'il prenne un peu d'explosivité, il faut surtout qu'il apprenne le basket, donc tout ce qui est fondamentaux individuels, le jeu de pied, le jeu de pick and roll, bon, etc., etc. Tu veux le développer par rapport à ça, les fondamentaux, comprendre la game, collectif, tout ça. Mais c'est sûr que si le joueur tu l'as, je veux dire, nous en France, on reprenait les entraînements à peu près le 15-20 août autour de ça, puis tu l'as jusqu'au 30 juin. Donc c'est des saisons qui durent 10 mois et demi. À 9 entraînements par semaine, ben, tu as du temps, tu sais. Puis là, il y a peut-être des gens qui entendent ça, puis ils disent, mais c'est malade, c'est comme la charge, puis quasiment c'est trop. Mais j'ai envie de dire, oui, mais à partir de là, tu peux aussi décider que
hey, on va te donner off demain, tu sais, ou on va te donner off à tel moment, tu sais, dans le sens que tu as tout ça pour travailler avec lui, mais s'il y a des blessures, des temps de fatigue, on va gérer à travers ça. Parce que oui, effectivement, faire 40 semaines à 9 entraînements semaine, ça fait 360 pratiques, là, tu sais. Mais tu peux aussi comprendre pourquoi les joueurs progressent vite, parce que tu sais, tu peux prendre le jeune, puis quand on dit des pratiques, que les gens ils pensent pas, il est pas en train de courir des suicides tout le temps de l'entraînement non plus. Tu sais, tu peux prendre un entraînement d'une heure où il forcera pas beaucoup. Tu sais, tu vas juste travailler avec une intensité beaucoup plus faible. Mais dis, on va travailler ton jeu de pied là-dessus, on veut faire un peu mieux, on va faire un certain nombre de répétitions, faisant, je sais pas moi, t'en fais 5, les 3 premières, fais-les juste à 30-40% de vitesse juste pour maîtriser le geste. Puis une fois que tu sens que tu le maîtrises, fais-en 2 pleine vitesse. Après ça, on va changer de côté. Tu sais, fait que tu te dis, OK, sur l'heure d'entraînement, il n'a pas été en train de transpirer à grosses gouttes la majorité du temps. Mais tu sais, après, tu peux dire, OK, aujourd'hui, on va juste travailler sur ton lancer. Fait qu'on va faire tu sais, de la répétition au mur, de la répétition au panier, mais on va vraiment juste travailler de la forme. Après ça, on va travailler du jeu de pied. Mais encore une fois, il ne transpire pas tant que ça pendant son heure d'entraînement. Mais tu as le temps de faire ça. Après, tu peux dire, on va faire de la vidéo aujourd'hui. Tu sais, tu peux tout faire. Fait que tu te demandes comment on travaille avec ces joueurs-là, ben, dans ces formats-là de développement, c'est comme ça que tu fonctionnes. Mais après, si toi, dans ton école, tu n'as pas le jeune 9 fois par semaine, ben, il va falloir que tu condenses beaucoup plus à différents moments. Puis ben, il n'y a pas de séance spécifique de travail individuel, il y a juste les entraînements collectifs. Donc, OK, ben, le travail individuel, il faut que ça soit les 20, les 30 premières minutes de la pratique du lundi, puis les 20 premières de la pratique du vendredi, ou je sais pas, tu sais, que tu vas être obligé de couper un peu partout, tu as moins de temps avec le jeune. Mais c'est ça, puis c'est de prendre en compte tous les aspects physiques, techniques, tactiques, etc., que tu veux couvrir parce que tu as en tête le joueur que tu veux qu'il soit quand il va sortir de ton centre de formation puis qu'il devienne un pro. Puis après ça, ben, tu vois d'année en année qu'est-ce qui a évolué comme tu voulais, qu'est-ce qui n'a pas évolué comme tu voulais. Puis ça va souvent dépendre aussi de ben, pas juste de son talent, mais de son éthique de travail, puis de son état d'esprit psychologique, son approche vers le coaching. Puis ses qualités humaines, en fait, vont faire autant la différence que son talent physique et basket. C'est une bonne réponse. C'est quand même difficile aussi pour tout le monde qui écoute ça de se dire, OK, ouais, ma réalité est quand même très, très loin de là. Fait que comment je peux l'apporter à ma réalité? Je pense que tu as apporté quand même une piste de solution avec hey, les lundis, est-ce que je peux aller chercher un 20 minutes de travail individuel? Est-ce que je peux aller découper plus en station? Puis je vais impliquer davantage mon coaching staff dans l'équation, quitte même à faire venir un coach supplémentaire pour ces 20 minutes-là le lundi, si c'est le lundi, pour Mhm. essayer de faire ça. Mais non, non, c'est cool. C'est cool d'avoir ces réflexions-là. Ben, d'opérer dans ces milieux-là aussi, ce que ça te donne, c'est une vraie perspective aussi de gens qui l'ont fait pendant des années. Parce que le problème qu'on a, une partie du problème qu'on a au Canada, c'est que, à part l'arrivée de la CBL il y a quelques années, la plupart d'entre nous qui avons grandi dans le système ici, ben, il n'y en avait pas du joueur. Tu sais, si un joueur devenait un pro un jour, c'était par son talent et sa volonté, il arrive après son cursus universitaire. Il y en a eu, moi, que j'ai grandi à Québec avec des Samuel Odesso, par exemple, qui étaient allés jouer en Europe pendant quelques années. Certains qui ont touché aux Kebs, les Charles Fortier, les Dominique Soucy et compagnie. Mais c'est pas parce qu'il y avait eu c'est pas comme si leur développement avait été axé sur le fait qu'un jour ils seraient des joueurs professionnels. Donc ils n'ont pas pu bénéficier de ça. Puis ils ont été coachés par des coachs qui eux-mêmes non plus n'avaient pas réellement ce mandat-là de les envoyer là. Puis comme je te dis, le coach du secondaire, ben, son mandat, c'est de l'aider à jouer collégial D1 s'il en a le talent. Puis dans ce cas-là, ben, on peut dire que le travail a été un succès. Puis après, ben, que le coach du D1 il réussisse à l'envoyer universitaire, ben, c'est un succès. Puis le coach universitaire, le but qu'il a, c'est de gagner le championnat universitaire puis d'en faire un être humain productif dans la société. Mine de rien, c'est ça. Mais personne n'a réellement parlé de c'est quoi les skills que tu as besoin pour arriver au niveau professionnel. Puis encore une fois, là, je ne dis pas que ces conversations-là n'ont pas eu lieu entre le joueur et le coach dans un bureau, puis tout ça. Je suis convaincu que ces coachs-là ont fait de la job à ce niveau-là, mais je dis juste que les coachs en question se sont pas fait donner ce mandat-là par les gens qui les emploient. Si tu coaches une université au Québec, les gens t'emploient pas en te disant, ben là, il faut que tu formes le plus grand nombre de joueurs pro possible. En général, c'est pas ça. C'est plus, ça serait le fun que tu mettes le plus de bannières possible dans le gymnase. C'est plus axé là-dessus. Fait que, sans dire qu'on veut pas développer les joueurs, mais c'est pas nécessairement ça la priorité. Alors qu'en Europe, ben, comme du basket pro, il en existe depuis des décennies dans la plupart des pays importants, que ce soit la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce et compagnie. Fait que
Les coachs sont habitués de former des joueurs pros, ils sont habitués d'avoir ce mandat-là et ils l'ont déjà fait avant. Donc, tu opères sous ce modèle-là avec des gens qui savent comment maximiser le temps d'entraînement. Fait qu'en quelque part, j'ai envie de te dire, demain, tu me donnerais des jeunes, puis je les aurais 3 fois par semaine. Est-ce que je peux faire exactement ce que j'ai fait là-bas? Non, mais je pourrais adapter ma méthode en fonction du temps en disant, ben, OK, j'ai peut-être pas assez de temps, mais dans le temps que j'ai, voici comment je le maximise. Et c'est ça qui est super important. Et en quelque part, ben, ça m'amène à ce que je fais aussi aujourd'hui depuis que je suis rentré. C'est pour ça que je trouvais pertinent de m'offrir comme consultant à plein de programmes, puis de dire, ben, moi, je peux vous aider à le maximiser votre temps parce que j'ai eu, à travers mon parcours, la chance de voir comment ça se fait ailleurs, puis de vous dire, ben oui, OK, voici ce que tu peux faire, voici comment tu peux faire progresser tes joueurs, ton équipe, ton club plus vite avec un temps d'entraînement qui est limité. Puis ça, ce paramètre-là, tu le contrôles pas toujours parce que dans ton école, ben, il y a plein d'équipes, il y a pas des plateaux à l'infini, puis il y a plein de jeunes qui veulent jouer. Fait que, OK, si c'est ça les paramètres, comment on opère, tu sais? Fait que, euh, fait que c'est un petit peu ça l'idée pour les gens qui sont au Québec puis qui ont des joueurs sous les mains puis qui veulent les entraîner. C'est pas juste, ouais, mais on pratique pas autant qu'ailleurs. Non, c'est comment tu peux pratiquer plus et mieux à l'intérieur de ton temps d'entraînement. Super. On a parlé un petit peu du développement des joueurs. Maintenant, j'aimerais juste ça qu'on rentre un petit peu dans le développement des coachs. Ouais. T'en as parlé vite fait un petit peu, là, mais tu sais, souvent les erreurs récurrentes qu'on voit là, chez les jeunes coachs, c'est beaucoup de reproduire la manière qu'ils ont été coachés. Oui, mais c'est normal aussi en quelque part, parce que ton point de départ, c'est pourquoi tu sais, pourquoi tu te proposes comme coach, pourquoi tu sais coacher, entre guillemets, parce que si tu commences à coacher, c'est parce que tu penses que tu sais coacher ou que tu vas savoir le faire, ben, la première chose, tout à fait normale, c'est que tu vas répliquer ce que tu as vu, puis ce que tu as vécu comme joueur. Puis beaucoup de ces choses-là sont bonnes, là. Tu sais, j'ai pris un exemple tout à l'heure, mais mon but, c'est pas d'avoir l'air de quelqu'un qui fait que des critiques sur ce qui s'est fait avant, parce qu'il y a plein de choses qui sont bonnes, puis il y a plein de choses que moi, j'ai continué d'utiliser de ce que j'avais pris. Après, j'ai beaucoup évolué avec les années, puis je suis convaincu aussi que les coachs qui m'ont enseigné certaines choses n'ont pas nécessairement, eux, continué à enseigner les mêmes choses par la suite. Tu sais, ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient avec moi comme joueur à l'instant T, mais ceux qui ont continué à coacher pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans après, leurs entraînements 15 ans plus tard ressemblent probablement pas à ceux que moi j'ai vécu quand j'ai joué pour eux. Fait qu'il y a quand même des choses qui ont évolué, il y a des exercices qui sont meilleurs que d'autres, à mon avis, parce que tu travailles plus de choses dans la même quantité de temps. Euh, Puis il faut prendre le temps de se poser des questions à travers chaque exercice. Et malheureusement, c'est pas tout le monde qui a le temps ou la volonté de le faire. Mais oui, on peut reprendre ce qu'on a fait, puis on peut, après ça, évoluer puis progresser. Puis il y a différentes façons de le faire. Je sais qu'il y a plusieurs entraîneurs qui vont aller voir des cliniques, par exemple. Puis ça, je pense qu'il faut le faire aussi. Mais en même temps, je pense que c'est intéressant de prendre le temps de discuter, d'aller voir des entraînements, de devenir assistant coach, des fois de meilleur coach que soi, de plus haut niveau, de se proposer pour aller chercher des choses. Parce que, tu sais, en quelque part, moi, si j'avais pas été tu sais, à presque tous les entraînements de l'équipe professionnelle de Nanterre dans le temps où j'étais en charge du centre de formation, il y a plein de choses que j'ai vues dans ces entraînements-là que j'ai réutilisées après et que j'utilise encore aujourd'hui. Puis, tu sais, d'être assistant avec les Raptors 905, puis de faire le camp d'entraînement avec les Raptors, puis tout ça, tu sais, tu vois plein de choses que tu dis, OK, je vais appliquer ça, je vais appliquer ça. Puis aussi, des fois, tu te forges assez ta personnalité pour dire, ah ben ça, j'aime moins ça. Tu sais, ça, j'aime moins. En live, même si c'est des bons coachs qui le run, tu te dis, ben moi, je ferais pas ça comme ça parce que X, Y, Z. Euh, Puis c'est intéressant, je pense, d'être capable de pas juste appliquer des choses ou de voir un drill sur YouTube. Tu sais, il y en a des millions aujourd'hui des vidéos sur YouTube. Si on dit, ah, je veux un nouveau drill de contre-attaque, ben, tu peux y aller puis le voir. Mais en le voyant, il faut aussi se dire, ben, est-ce que je l'aime ce drill-là ou est-ce que je l'aime pas? Tu sais, puis pas juste en fonction du coach qui le montre, mais juste de dire, moi je pense qu'il y a des coachs de plus bas niveau qui font probablement des meilleurs exercices que certains coachs de haut niveau. Tu sais. Je pense qu'il y a des drills qui sont inventés puis qui des fois sont popularisés simplement parce ils sont relativement simples et puis ils atteignent par exemple un objectif. Et des fois les coachs qui vont les populariser, c'est peut-être des coachs qui eux ont du temps d'entraînement presque à l'infini. Donc ils peuvent prendre 10 minutes pour dire là on va travailler un objectif. Mais toi tu as 3 entraînements semaine, 3 fois 1 heure et demie ou des fois moins que ça. Puis là, tu sais, ben, tu sais, si tu passes 10 minutes, ben déjà, j'ai un chiffre au pif, là, mais tu sais,
tu vas prendre un certain temps à expliquer ton exercice puis le faire après. Puis si au final, ça t'a pris 3 minutes l'expliquer, puis tu as fait l'exercice pendant 10 minutes, puis il y a eu des questions, whatever. Donc, tu as utilisé 15 minutes de ton heure et demie pour faire un drill, puis tu as atteint un seul objectif, par exemple, avec tel exercice. Ben, souvent, quelqu'un qui a un peu plus de perspective pourrait dire, ben, regarde, si tu veux atteindre cet objectif-là, donne-moi les mêmes 15 minutes, on va remplacer ou évoluer ton exercice, on va le remplacer par celui-là, puis là, tu vas atteindre 3 ou 4 objectifs à travers ces 15 minutes-là. Donc, tes joueurs, ils ont progressé sur 4 aspects et non sur un aspect. Puis ça, je pense que c'est vraiment la voie à aller chercher pour les gens qui n'ont pas nécessairement juste le plein contrôle sur dire, ben oui, on voudrait être meilleur, on voudrait pratiquer plus, mais on n'a pas de gymnase, on n'a pas de... C'est une réalité pour tout le monde, ça. Fait que ça, je pense que c'est la voie que les coachs doivent prendre quand ils commencent. C'est-à-dire que c'est normal d'avoir ton starting point. Tu sais, on l'a tous, ce starting point-là. Puis, faut pas penser que le jour où peut-être on arrête de jouer puis on dit, hey, je veux commencer à coacher, ou des fois, ben, dans beaucoup de cas, c'est presque simultané. Là, c'est à la fin de ta carrière de joueur, donc tu te lances dans le coaching. Des fois, il y en a qui commencent un peu plus tard, mais il faut pas penser que, ben là, il faut que je me mette sur un cursus de 3 ans à apprendre un paquet de choses pour que je puisse coacher. Non, non, tu peux commencer avec ce que tu as déjà, mais prends le temps aussi de te forger ta philosophie, puis de remettre en question des choses que tu as vues, puis que tu veux faire, parce que sur le moyen long terme, c'est comme ça que tu vas devenir meilleur. Puis tu sais, si on devait parler des compétences les plus importantes pour progresser, ça serait ça un petit peu cette remise en question-là, de se questionner plutôt? Oui, constant. Je pense qu'il faut être très, très humble à travers ce métier-là. Il faut être travaillant, puis il faut être humble. Il faut être capable de se dire que peu importe ce qu'on fait, il y a mieux que ça. Puis moi, je te dirais, tu sais, t'arrives à un moment donné avec ta recette à toi, là, si je te compare le coach à un chef cuisinier qui doit dealer avec beaucoup d'ingrédients, puis des fois des différentes qualités d'ingrédients. L'analogie que je ferais, c'est que il y a quand même un moment où tu deviens confortable avec ta recette. Puis tu vas juste peut-être rentrer, intégrer certaines petites nouvelles choses à l'intérieur de ta recette. Mais je te dirais pour moi, mes entraînements, quand je suis allé coacher Macao, tu sais, que quand j'ai recommencé à être head coach pro en 2017, 2018, j'avais une certaine recette qui n'est pas du tout la recette que j'avais 8 ans avant, puis qui n'est pas la recette exacte de ce que j'ai aujourd'hui. Certaines choses sont restées les mêmes, mais certaines choses ont changé aussi. Puis je demeure convaincu que si je coachais une équipe pro dans 10 ans, j'aurais une recette qui aurait potentiellement évolué aussi parce que je suis capable d'être assez honnête pour dire que j'ai certaines faiblesses dans ce que je fais. Puis c'est pour ça aussi que j'ai besoin de bons assistants autour de moi. Puis quand tu deviens pro, tu es conscient que tu peux pas tout faire tout seul non plus. Puis que tu apprennes aussi à bien t'entourer. Tu viens de parler un petit peu de t'entourer et tout. Tu as parlé un petit peu plus tôt de tisser des liens. À quel point c'est important ton réseau de contacts? Ben, c'est extrêmement important dans le sens où, tant au niveau professionnel qu'humain, c'est des amis aussi. Les contacts sont pas juste des contacts. Ben, il y en a qui sont juste des contacts, mais la majorité de mes amis aujourd'hui, c'est des gens qui sont arrivés dans ma vie par le basket à un moment ou un autre, que ce soit quand j'étais plus jeune comme joueur ou à travers mes années de coaching à différents niveaux, ici à Toronto, avec Nanterre en France. J'ai encore quelques très très bons amis en France là-bas, puis des contacts que j'ai de mes années en Chine, à Taïwan. Tout ça fait que c'est extrêmement précieux au niveau humain de partager plein de moments avec des gens qui ont la même passion que toi, puis avec qui tu peux avoir des longues discussions, puis apprécier tous ces moments-là de vie qui s'accumulent, puis qui te font aussi des beaux souvenirs. Fait que tu maintiens ces relations-là aussi parce que c'est ça, ça a une valeur humaine extrêmement importante pour toi. Mais en même temps aussi, ben, au niveau professionnel, tu en as besoin parce que c'est grâce à ces gens-là que tu progresses, il y a des gens que tu sais, moi, il y en a que j'ai dans ma tête, je me dis, si j'ai des questions, si je veux devenir meilleur, c'est lui, il faut que j'appelle. Tu sais, lui il est meilleur que moi. Puis pas que je hiérarchise ça dans un point de vue moi versus eux, là, mais plus dans le sens où je sais que lui sait pas mal de choses que je sais pas. Tu sais. Fait que je vais ressortir de mon café avec lui plus intelligent, je vais savoir plus de choses qu'en arrivant, tu sais. Fait que c'est pas juste on va passer un bon moment, on va rigoler. Il y a des gens comme ça vers qui je sais me tourner quand j'ai des problèmes, des choses que je me dis, je sais pas si je devrais faire ça ou ça, tu sais. Il y a des gens que tu apprends à écouter vraiment d'une oreille attentive, puis, tu sais, je le dis en rigolant, moi je le sais, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, tu sais. Mais il y a des gens avec qui je parle pas.
sais, parce que c'est ben trop intéressant de les écouter parler, puis je veux surtout pas comme voler de leur temps à eux où ils vont m'apprendre des choses. Tu sais, il y a des moments où tu sais, comme actuellement, je suis dans un podcast situation inverse, donc tu sais, c'est à moi de parler puis d'exprimer certaines choses. Mais il y a des moments où c'est toi qui dois être le podcaster. Là, tu sais, tu vas t'asseoir au café, t'écoutes ces gens-là te donner leur science parce que c'est un milieu dans lequel tu peux monter à haut niveau, mais tu es en constante évolution, puis il faut que tu sois en constant apprentissage tout le long de ta vie, puis énormément de choses que je sais pas puis que je pourrais faire mieux aujourd'hui, puis j'aimerais ça les apprendre. Donc, mais faut que tu saches aussi choisir les gens de qui tu penses les apprendre. J'aime vraiment ça. Tu as parlé un petit peu d'apprentissage aussi, autre que par les gens. Y a-tu, toi, une ressource que tu aimes utiliser, que ce soit un livre en particulier, peu importe? Une en particulier, moi, tu sais, il y a beaucoup de. Celle que j'utilise le plus, c'est regarder les games moi-même. Tu sais, regarder les highlights, c'est pas suffisant. Je trouve que si tu veux vraiment prendre la mesure de ce que différents coachs font, puis je trouve que la NBA, par exemple, elle est tellement plus intéressante maintenant qu'elle l'était il y a 20-25 ans. Tu sais, ça me rend fou de voir les anciens joueurs qui disent à quel point c'était donc mieux dans le temps. Je dis, ouais, moi, ça me prouve qu'une chose, c'est que ça fait vraiment longtemps que vous avez regardé une game de l'époque parce que c'est assez pénible, je trouve, de regarder une game des années 80 ou du début des années 90. Tu sais, tous les gens qui disent que c'était plus fort dans le temps, non. Puis cette espèce de perception-là aussi, là, tu sais, là, je dérive un peu, mais c'est important que je le mentionne. Tu sais, euh, la perception qu'il n'y a plus de défense aujourd'hui, ça m'étonne que personne se rende compte à quel point il y avait peu d'attaques à l'époque et qu'il n'y avait pas beaucoup. C'est plus ça, parce que je veux dire, les mêmes individus, tu sais, je veux dire, moi j'en rigole aujourd'hui, je vais avoir 45 ans bientôt. Moi, j'ai jamais été un grand défenseur, puis au jour d'aujourd'hui, si je vais sur un playground jouer un contre un ou 3 contre 3, je suis pas génial comme défenseur. Mais si je joue en défense contre mon fils de 10 ans ou mon fils de 9 ans, je peux avoir l'air de Kawhi Leonard dans son pic, là, tu sais. Fait que, tout ça pour dire en rigolant, mais la défense, ça dépend beaucoup de la qualité de l'attaque qu'il y a en avant de toi. Je pense que quand tu regardes du basket des années 90 où presque personne bouge. T'as pas le droit de descendre en bas de la ligne de lancer franc. Il y avait le illegal defense. Aujourd'hui, il y a le 3 secondes défensif, mais c'est déjà un peu mieux. Mais tu sais, t'as presque pas le droit de venir en aide. Ou alors, si tu viens, il faut que tu doubles complètement. Puis là, ça devient extrêmement évident où la balle elle doit sortir autour du périmètre. Mais il se passe souvent pas grand-chose à part on dumpe la balle à l'intérieur. Puis on regarde le joueur jouer de haut panier. Puis, fait les systèmes. Pas qu'il n'y avait pas de système offensif, mais tu regardes le rythme d'un match de basket aujourd'hui, puis les actions, puis les 5 joueurs souvent sur le terrain sont tous capables de lancer jusqu'à 25 pieds. Tu sais, les joueurs de 7 pieds lancent comme si c'était rien. Les joueurs de 7 pieds, ils passent la balle, ils servent de. Tu sais, on les a enlevés d'en dessous du panier, on les met sur le périmètre, ce qui permet d'avoir tellement plus de place pour driver, puis jouer en mouvement. Puis les joueurs ont compris quels sont les lancers les plus efficaces, ont compris comment se rendre au lancer franc, même si c'est fatigant à regarder des fois, mais ils ont compris comment, parce que c'est efficace de le faire. Ils ont compris quel tir il fallait qu'ils prennent, puis qu'il faut qu'ils prennent moins. Donc oui, il y a plus de 3 points, il y en a beaucoup plus, mais c'est aussi parce que les joueurs sont pas mal plus adroits de cette distance-là. Puis ça fait que la superficie du terrain à défendre est tellement plus grande que le moment où ben, tout le monde jouait dans un rayon de 15 pieds du panier à peu près, puis pas beaucoup de mouvement, puis des joueurs dangereux à 3 points, il y en avait un par équipe, peut-être deux, tu sais. Puis quand on disait dangereux, tu sais, je veux dire, tu regardes Reggie Miller, qui était le meilleur shooter des années 90, puis c'est un des meilleurs de tous les temps. Puis je veux dire, aujourd'hui, il y a probablement, j'ai pas fait le calcul, là, mais tu sais, probablement 100 joueurs en NBA qui marquent plus de 3 points par match que Reggie Miller en marquait à l'époque, tu sais. Fait que ça a complètement changé le jeu, puis la géographie du terrain, puis la superficie qu'il faut défendre. Donc forcément, s'il faut que tu défendes tout le monde à 25 pieds, ben, il y a beaucoup plus de trous, beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de place pour opérer. Le jeu est beaucoup plus complexe, puis c'est dur d'arrêter les joueurs aujourd'hui beaucoup plus qu'à l'époque. Donc, les gens, souvent, ils font la fausse déduction. Ah, les matchs finissent 125-125, il n'y a pas de défense. Non, c'est qu'il y a pas mal plus d'attaques qu'à l'époque. Le pace a augmenté beaucoup. Dans les années 90, c'était 90 possessions par match. Aujourd'hui, c'est 100 possessions par match. Donc, forcément, une possession, ça génère grosso modo 1 point. Donc, c'est normal qu'il y ait 10 points de plus si les équipes ont toutes décidé de courir pour amener la balle en attaque plutôt que de marcher. Que le shot clock, quand tu as un rebond offensif, il reset à 14 au lieu de resetter à 24. Donc, il y a plus de lancers
qui se prennent dans les matchs, il y a donc plus de paniers qui se marquent, il y a plus de 3 points. Fait qu'en quelque part, il faut aussi avoir cette analyse-là et dire, hey, le basket d'aujourd'hui, il est beaucoup plus riche à regarder. Fait que excuse-moi pour la longue parenthèse, mais tout ça pour dire que ça fait en sorte que ce qui est riche pour moi, c'est de regarder les games. Puis de les regarder d'un œil, pas juste de fan, pas juste regarder le ballon, mais qu'est-ce que les équipes font. Après, je te mentirais si je te disais que les 30 équipes sont aussi intéressantes les unes que les autres. Mais il y a plein de coachs qui font des choses créatives, intéressantes. Il y a plein d'équipes qui font les mêmes choses aussi. Mais il y a beaucoup de choses que tu vois quand tu regardes les matchs que moi, ça m'intéresse plus que euh, une ressource particulière ou un coach. Tu sais, je pense qu'il faut avoir un œil assez large. J'aime regarder des matchs d'Euroleague pour la même raison aussi, parce qu'il y a beaucoup de stratégies qui sont intéressantes à ce niveau-là. Et puis après, ben, il y a des gens aussi qui prennent le temps sur YouTube, bien entendu, de décortiquer ce que certains font. Puis ça, c'est très, très bien. Il y a beaucoup de choses à apprendre de ces choses-là pour les gens qui ne veulent pas nécessairement se taper le fait de regarder les games. Mais je pense que de regarder au complet ce qui se passe, puis des fois le build-up qu'il y a dans un match, puis une évolution, pour moi, ça, c'est quand même ma façon de me former à moi qui est la meilleure. Super, vraiment intéressant. Puis, est-ce que tu dirais que le fait d'être à RDS puis de regarder ces matchs-là, ça t'aide beaucoup à progresser dans ces facettes-là? Ben, quand j'arrive à RDS, c'est souvent le résultat de mon travail avant. Tu sais, je vais être capable de voir des choses en live puis de le partager avec les téléspectateurs. Mais j'ai regardé beaucoup ces équipes-là. Tu sais, j'ai dû voir à peu près toutes les équipes NBA cette année une dizaine de fois là, en moyenne. Fait que, tu sais, quand tu as vu des matchs au complet une dizaine de fois, ben, tu sais qu'est-ce qu'ils font quand tel joueur n'est pas là aussi. Tu sais, est-ce qu'il y a des tendances qui changent en l'absence d'un tel, en l'absence d'un tel. Eux aussi, les joueurs, pardon, les joueurs de banc, les joueurs qui jouent moins dans certains cas, mais quand ils arrivent, tu es plus préparé à ça. Mais tu connais aussi comment ils mettent en valeur leurs bons joueurs, quel genre d'actions reviennent. Fait que j'essaie aussi d'accentuer les X et les O là, dans les avant-matchs, dans les chroniques que je fais, pour des fois aider un peu à l'éducation du téléspectateur sur ce qu'on pourrait peut-être voir ou ce qu'on a vu récemment qui est intéressant. Puis des fois, ces situations-là vont se représenter dans le match. Donc, on pourra dire, ben, regardez ce dont on parlait avant le match, voici l'exemple concret, ou là c'est intéressant, depuis 2 ou 3 possessions, telle équipe est en train de faire telle chose, voici ce qu'ils recherchent, etc. T'sais. Fait qu'on le voit en live, mais c'est l'aboutissement de la préparation que tu as fait avant. Je t'amènerais avec quelques questions. Si tu avais un conseil ou 2, 3 conseils à donner pour les jeunes qui rêvent de devenir pro, ça serait quoi? Beaucoup de travail, beaucoup d'apprentissage, apprentissage aussi par ce qu'on fait sur le terrain, par nos propres essais et erreurs. Tu sais, moi, j'ai beaucoup appris à travers mon coaching à Rochebelle pour commencer, faire mieux en 2007 que ce que j'ai fait en 2002 quand j'ai commencé. Et tu as beaucoup de choses que on peut espérer se rendre loin, mais beaucoup de ce qui va t'ouvrir les portes, c'est ce que tu fais là où tu es en ce moment. Fait que tes essais et erreurs, puis d'avoir les pieds sur terre, puis de dire oui, j'aimerais ça un jour coacher les Lakers, tu sais, mais OK, mais là, t'es où? Puis qu'est-ce qui fait que les Lakers vont vouloir de toi dans 10 ans? Tu sais, il y a beaucoup cette partie-là. Fait que, tu sais, moi, quand je coachais à Rochebelle, oui, j'avais l'ambition un jour de peut-être coacher pro, mais ça partait beaucoup de ouais, mais si je veux coacher pro, il faut que je sois bon avec Rochebelle. Tu sais. Puis qu'est-ce que je fais au quotidien pour être bon avec Rochebelle? Puis comment, OK, idéalement, il faudrait être champion provincial. Ben, comment on peut gagner ce championnat provincial-là dans les 3 4 5 prochaines années? Fait que tu es à l'intérieur d'un chapitre, ben, il faut que tu mènes ce chapitre-là à bien. Sinon, tu peux pas espérer que le prochain chapitre va être mieux que celui que tu as en ce moment. Tu sais. Fait que c'est ça, c'est de rester humble puis de toujours être en train de te perfectionner, mais d'être conscient que ce que tu es en train d'accomplir, c'est ça qui est important pour l'instant. Tu sais, c'est que tu sois, comme on le demande aux joueurs, là, sois une star dans le rôle que tu as. Puis ça va te donner accès à des rôles éventuellement plus importants que celui que tu as en ce moment. Puis l'autre chose, ben, sortir de sa zone de confort, tu sais, d'aller networker, d'aller voir des entraîneurs, d'aller voir des entraînements, d'aller dans différents milieux pour voir d'un ce qu'on peut apprendre, puis de deux comment bâtir ces relations-là là, pour que ça mène à quelque chose idéalement sur le long terme. Puis il faut rester conscient, ça prend de la chance aussi. Il faut qu'il y ait certaines situations qui t'arrivent que tu ne contrôles pas complètement. Malheureusement, la vie, c'est aussi comme ça. Hein, la vie n'est pas toujours juste. Puis c'est pas parce qu'on fait tous les efforts qu'on va nécessairement y arriver. Puis il y a des gens, des fois, qui font moins d'efforts puis qui y arrivent. Mais faut être à l'aise puis il faut être en paix avec ça aussi. Si tu avais à construire ton coaching staff de rêve,
Ça peut être 4 personnes comme ça peut être 12 personnes. Ça n'a pas besoin d'être nécessairement des gens que tu connais, comme ça pourrait être que des gens que tu as côtoyés. C'est libre cours à toi. Bon, dans les très hauts niveaux, ben, tu as les évidences, là, tu sais, la philosophie, le côté philosophique, leader d'homme de Phil Jackson, le côté humain et basket de Greg Popovich, tu sais, c'est les deux premiers noms qui viennent en tête, forcément. Dans ce que j'ai vu récemment, j'ai beaucoup apprécié ce que je voyais certains coachs universitaires américains faire à travers différentes années. Moi, j'étais plutôt fan de North Carolina, fait que j'ai beaucoup aimé Roy Williams. J'ai pas eu l'occasion de voir Dean Smith beaucoup à l'œuvre à l'époque. Mais en même temps, tu sais, même si Duke, c'est les rivaux, ce que coach Krzyzewski a fait, c'est incroyable. Fait que, tu sais, c'est des choses que tu vois euh, au quotidien qui t'impactent un peu quand tu les regardes à la télé, puis tout ça, puis de leur philosophie basket et humaine. Puis tu peux lire les livres aussi qui vont avec, fait que ça t'impacte. Mais il y a des coachs tu sais, que j'ai eu la chance de soit de côtoyer ou d'affronter. Tu sais, quand j'ai fait les années à San Antonio, Will Hardy, c'est quelqu'un avec qui j'ai encore une bonne relation aujourd'hui. Pas une relation proche, mais tu sais, on s'est envoyé des petits messages à l'occasion. Puis lui a vraiment pris le temps avec moi à l'époque, puis je le trouvais génial. J'ai beaucoup appris de lui le temps que je l'ai côtoyé. Fait que tu sais, c'est un coach fantastique, une tête de basket vraiment hyper impressionnante. Fait que c'est des gars comme lui, comme Ime Udoka, comme James Borrego avec les Pélicans. Tu sais, ces gars-là, c'est des gens qui ont pris le temps avec moi, puis que j'ai beaucoup apprécié les côtoyer. Becky Hammon aussi, pour qui j'ai travaillé. J'étais très impressionné par ce que ces gens-là proposaient. Nick Nurse, je l'ai trouvé phénoménal quand j'étais ici. Fait que lui, j'aurais de la difficulté à pas mentionner lui. Jamal Malalela, avec qui j'ai travaillé avec les 905, potentiellement le meilleur leader d'homme que j'ai connu de ma vie. Vraiment une personne extrêmement spéciale. Tu le rencontres, 5 minutes après, tu ferais n'importe quoi pour lui. Là, c'est vraiment le meilleur leader, la personne la plus positive, la plus énergique, je pense que j'ai côtoyé dans mon coaching, fait que je le voudrais là, c'est sûr. Je mentionnerais Eric Corey, avec qui je suis très bon ami, qui est assistant coach des Raptors, qui est peut-être le gars le plus intelligent avec qui j'ai eu la chance de coacher. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il faisait. Ryan Schmidt, qui est avec les Hawks maintenant, qui est dans le développement de joueurs, vraiment extrêmement compétent. J'ai beaucoup aimé mon temps avec lui. Puis les coachs que j'ai affrontés, j'ai parlé de Will Voigt à l'époque à Vermont, mais il y a Julien Mahé, qui est le coach de Nanterre en ce moment, qui en espoir à l'époque était... Je suis pas surpris de voir ses succès au niveau professionnel, parce qu'il était tellement bon quand j'ai coaché contre lui en espoir que voilà, si un jour il tombait sur le podcast ici, je serais content qu'il entende que je pense que j'ai jamais eu autant de difficultés à préparer des matchs que quand j'affrontais ces équipes. Euh, Fait que franchement, mais il y en a des tonnes, je veux dire, à plein de niveaux. Les Jacques Paiement Junior, qui ont eu un gros impact sur moi au début, Pascal Lehoux, les gens qui ont, Patrice Bélanger, tu sais, des gens qui ont pris le temps pour moi quand j'avais 21, 22, 23 ans, qui n'avaient pas besoin de le faire, mais je l'ai senti de tous ces gens-là, que c'est des gens qui croyaient en moi, puis c'est un âge où c'est important qu'il y ait des gens qui croient en moi pour que je puisse me lancer là-dedans. Fait que tu m'as donné le choix d'aller sur beaucoup de monde, ben, c'est pour ça que je les ai j'aime bien tous les mentionner, puis qu'il y en ait à plein de niveaux différents. C'est parfait comme ça. Je te remercie beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Hey, c'est déjà la fin. Merci beaucoup d'avoir été là jusqu'au bout avec Chuck. C'était un épisode qui était vraiment malade. Honnêtement, ce genre de conversation-là, c'est exactement pourquoi le podcast existe. Pouvoir apprendre de coachs qui ont vécu le basketball à un autre niveau puis ramener ça ici au Québec, c'est juste incroyable. Si vous avez aimé l'épisode, prenez 2 secondes pour vous abonner, que ce soit sur le podcast, YouTube, Spotify, mais aussi sur Instagram ou Facebook. Laissez un 5 étoiles sur Spotify, ça aide vraiment beaucoup. Puis surtout, partage l'épisode à un coach, un joueur ou quelqu'un qui aime vraiment le basketball. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le Patreon du 5e quart est officiellement lancé. Vous allez retrouver des segments exclusifs, du contenu basket plus approfondi, du contenu en avance sur tout le monde. Le lien est dans la description. Merci énormément pour le support. On se revoit très bientôt pour un autre épisode du 5e quart. Salut tout le monde.